Bonsoir à tous les amis, bienvenue pour votre nouvelle émission du Monday Time Rugby, la 5e déjà. On est ravis de vous retrouver donc avec mon habituel co-présentateur Yvan Beaufredas. Une nouvelle émission ce soir dédiée au rugby. On fait un petit coucou à nos amis du football, donc Julien Béranger, Rachidi Marachen, et du basket, Olivier Gautré et Loïc Doucend. Avec ce soir Yvan pour parler rugby. On le dit à chaque fois, à chaque émission, mais j'ai l'impression que qu'on monte d'un cran à chaque fois. Ça va faire plaisir. On a quand même un plateau exceptionnel ce soir, non? Exceptionnel, c'est le mot. C'est le mot. Alors d'abord, on a Martial Cotin, qui est le manager sportif de l'US La Seine, brillant premier de poule de Fête 2, on aura l'occasion d'en discuter, mais aussi ex-entraîneur du RCT il y a quelques années. Manuel Prospero, qui est déjà venu à notre émission de Noël et qui est bien connu en terre château-renardaise et qui est référent du secteur défensif à la commission sportive du RCT. On retrouve Olivier Baudon, qui est le directeur sportif du centre de formation du RCT. Pierre Leroy, qui est le conseiller technique à la Ligue du Sud et qui est bien connu sur le territoire par tous les joueurs de rugby qui sont passés en sélection. Et puis en guest star, on a les fameux et légendaires guerriers du RCT, Thierry Louvet et Manu Dias, qui nous font l'honneur, et je pèse mes mots, de leur présence. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. Alors, du coup, pour ce soir, au niveau de l'ordre du jour, maintenant qu'on a nos invités, on voit effectivement par rapport au plateau qu'on est quand même un petit peu sur une spéciale RCT, parce que les ramifications entre la Seine, Martial et le RCT, elles existent bien. Et puis, un peu de filiation. On a beaucoup de monde du RCT sur le plateau, et puis la Ligue du Sud aussi, à mon avis, qui travaille très bien avec le RCT. Donc, une émission un petit peu spéciale. Alors, aujourd'hui, on ne va pas manquer de compétences sur le plateau. On va en profiter et on va évoquer différents thèmes ce soir. Le premier, Yvan, on va quand même faire un retour sur les résultats, notamment en Fédéral 1, Fédéral 2. On va profiter de Martial pour la Seine pour revenir sur les résultats de Fédéral 2 et Fédéral 3 parce que y a eu des résultats un petit peu surprenants sur les dernières journées, donc des changements peut-être dans les différentes poules. Donc on va revenir sur les résultats de Fédéral 1, Fédéral 2, Fédéral 3. On va aussi en profiter puisqu'on est sur une spéciale RCT et puis comme on a notamment Pierre Leroy au niveau de la Ligue et Olivier Baudon qui est directeur du centre de formation du RCT pour faire un retour sur les résultats des jeunes. On parlera des Réchel Espoir, des Crabos, des Alamercerie, des Goderman. Et dans la foulée, on fera un zoom sur la formation. Tout à fait. Et puis messieurs, ce que je vous propose, comme vous avez l'habitude à chaque fois quand vous nous suivez sur le Monday Time, c'est de finir avec la surprise du coach. Vous verrez, ça sera toujours aussi sympa, un moment convivial qui va nous mettre dans la bonne ambiance avant de faire notre troisième mi-temps. Ouais, c'est ça? Je crois. Alors si on démarre sur les résultats, Yvan, déjà, rentrons dans le vif du sujet. À tout seigneur, tout honneur, le RCT avec sa victoire contre le Stade français sur le fil. 19-18, grâce à une pénalité dans les arrêts de jeu de l'imperturbable Louis Carbonel. Le RCT est 4e à 45 points. Vous y étiez, Manu, Thierry? Non, mais regardez quand même à la télévision. Le RCT, outsider pour le bouclier. Cette année, ils ont une équipe pour être compétitive, une équipe pour faire pas les troubles faibles, parce qu'ils ont un effectif qui est conséquent, mais pour faire mieux que l'an passé, déjà, c'est pas. Mais pour jouer les premiers rôles. Donc, super. Allez, on reparlera de ça après. D'autant quand on voit le contingent qu'ils ont actuellement en équipe de France et le nombre de blessés qu'il y a actuellement, c'est vrai que quand il y a tout le monde, l'équipe elle est solide quand même. Oui, c'est qu'il y a eu matériel. Après, on voit bien que depuis deux matchs, c'est Riquera, mais bon, c'est un peu l'hiver. Le mois de février n'est pas très bon pour chez nous. Si on passe l'hiver, après le printemps. Avec le printemps, le muguet va refleurir, je pense. Et les klaxons sonneront. Allez, la magnifique victoire de Provence Rugby en Pro D2, 40-10 contre Aurillac, qui permet clairement à Provence Rugby de mettre de la distance avec ses poursuivants. On retrouve Provence Rugby 12e à 45 points. Ils enchaînent une bonne série. Résultat de Fed 1, la poule 2, avec une grosse défaite de Béda à Bourg, mais bon,
On l'a bien vu la semaine dernière que Bourg est largement au-dessus et mérite sa Pro D2. Il a mérité de ne pas descendre déjà l'année dernière, donc vous voyez. Nice qui gagne 50-20 contre Serré. Bourgoin qui fait mal à Aubenas, 42-12. C'est rare de voir Aubenas prendre plus de 40 points. Ouais, c'est surprenant. Une grosse déception puisque Château-Renard perd à Mazamet 16-3 avec un non-match des deux équipes. Hein, a priori, c'était pas super agréable à voir. Et une grosse surprise qui n'arrange pas tout à fait les affaires de ceux qui sont juste au-dessus parce que ça leur met la pression. Mais la défaite de hier Carquet, Carquet cher à Steph Oreille, contre Castanet, 21-17. Il faudra comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur ce match-là. Fait 1, on se retrouve avec Nice, 4e, 63 points, avec 17 matchs. Hier, 6e, donc c'est la limite des qualifiés. 53 points, 18 matchs joués. Donc après, on retrouve un différentiel de 9 points entre hier et Bédaride, 44 points. Donc la saison est quasiment finie entre le 6e et le 7e. Le 8e, Nîmes est à 33 points. Et après, on retrouve Château avec 26 points, qui a 7 points d'avance sur l'avant-dernier et 10 points d'avance sur le dernier. Il reste 4 matchs. Ça devrait le faire pour Château-Renard. Mais bon, cette victoire de Castanet et de Mazamet va leur mettre du baume au cœur pour aborder ces 4 matchs qui ne sont pas faciles pour eux, avec un moral de guerrier. On passe à la fête 2. Ce qu'on peut constater sur la poule 2 de Fed 1, finalement, Yvan, c'est que Castanet, avec sa victoire contre hier Carqueran, quelque part s'accroche encore un peu et va rester dans le match finalement avec Mazamet serré et dans une moindre mesure effectivement le RCC pour lutter jusqu'au bout pour sa survie. Ouais, écoutez, en tout cas, sur les résultats depuis le début de l'année, Castanet, ils n'ont jamais lâché les matchs. Il y a toujours eu, ils ont toujours marqué beaucoup de points. C'est une équipe qui est joueuse, qui se battra jusqu'au bout. Mais tant mieux, c'est ça le rugby aussi. Hein. On ne va pas mourir sans les armes à la main, non? C'est ce que Castanet a compris. Allez, résultat de la fête 2, où là on a Martial qui va pouvoir discuter avec nous, mais c'est quand même la Seine qui caracole en tête avec 63 points, 17 matchs joués et une victoire à Grasse. Jamais évident d'aller s'imposer là-bas, 22-19. Berre qui fait une grosse victoire 35-10 contre Saint-Raph. La Valette 27-24 contre Millau. Donc là le classement, la Seine 63, Gruissant 56, Berre 47, 4e, Grasse 5e 46 points, La Valette 7e 41 points, Saint-Raph 9e. C'est pour Martial 13 victoires, 4 défaites. C'est une saison satisfaisante pour le manager que tu es, non? Ouais, la phase allée, pas trop quand même. Mais il est vrai que depuis janvier, on est à 6 victoires sur 6 matchs, dont 4 à l'extérieur quand même, dont 3 derbies à Saint-Raphaël, à La Valette et à Grasse ce week-end. Grasse qui est un club quand même de Fédéral 1 qui était très costaud, qui n'a pas lâché. Ça a été un match un petit peu qu'on a mené un peu en patron parce qu'il a fallu quand même être lucide jusqu'à la fin et je pense que c'est un match qu'on aurait pu perdre sur la première partie de saison et qu'on a pu gagner, donc non, très heureux, franchement très heureux. On s'était croisés cet été lors d'un match amical, un match de préparation. L'objectif de la remontée était clairement annoncé pour la Seine, non? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les dirigeants font vraiment de gros efforts, donc avec un collectif quand même qu'on a conservé à 80%. Il fallait qu'on rejoue la montée, mais franchement, quand même, cette poule de Fédéral 2, les 6 premiers, c'est quand même costaud. Gruissant, c'est costaud. Agde, c'est costaud. Il a fallu batailler. Et il faudra qu'on bataille encore. Il reste 6 rencontres. Donc voilà, il faut quand même. Notre objectif, c'est ou premier ou second. Voilà, il faut qu'on y arrive. Mais c'est la moindre des choses quand même. D'accord. Tu parlais de travail des dirigeants. Est-ce que je dois comprendre ou est-ce que nous devons comprendre qu'à l'instar de ce que vous aviez fait avec Manu et le président, le club en profite également de cette saison pour se structurer parce que la Fed 1, il faut des structures et tu le sais très bien, tu l'as vécu pendant quelques années avec d'excellents résultats puisque la Seine était un habitué des phases finales du Jean Prat. Oui, exact. Je pense que les 6 ans qu'on a fait avec Manu, on avait bossé sur les structures. Les 2 ans où il y a eu d'autres coachs, ça a bien bossé aussi, puisqu'ils se sont qualifiés, ils ont fait des bonnes saisons. Et il est vrai que la saison dernière, comme tu as pu en parler à peine, il me semble que la poule est très costaud de Fédéral 1 dans les 6 premiers, Bourgoin, Bourg-en-Bresse, hier et ainsi de suite. Mais en revanche, celui qui va se maintenir,
avec 4-5 matchs, il se maintiendra, chose que l'année dernière, ce n'était pas le cas. L'année dernière, pour rappel, Bédaride s'est sauvé avec 8 victoires. Tout à fait, donc voilà, donc elle était peut-être un peu moins forte sur les têtes de série, mais par contre beaucoup plus homogène, il a fallu batailler jusqu'à la fin. Et il est vrai qu'à un point près, qu'on a perdu à Grasse sans défensif, ne nous a pas permis de se sauver. Donc c'est pour ça que c'est légitime de vouloir remonter très rapidement, en espérant que la poule du Sud-Est soit un peu moins difficile. Alors, justement, tu connais le monde du rugby, hein, tu as entraîné Toulon en Pro D2, tu as été à la Seine pendant longtemps. Donc comment toi tu peux apporter à la Seine cette anticipation pour franchir un cap? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'entre Argelès, que tu rencontres cette année, et Bourg-en-Bresse, il y a on pourrait dire qu'il y a presque 2 voire 3 divisions d'écart dans le réel, dans la structuration du club et même dans la qualité des joueurs individuellement, la préparation, tout quoi. Ben moi aujourd'hui le constat que je peux faire c'est que sur 10 ans, comme j'ai entraîné presque 8 ans la Seine-sur-Mer qui est un club on peut dire de Fédéral 1, moi je veux bien qu'on structure, mais aujourd'hui on a un peu le dos au mur ces clubs de Fédéral 1, je ne parle pas que de la Seine-sur-Mer. Dès l'instant qu'on est entre 800 et 1 million d'euros de budget, on n'est pas assez costaud pour s'entraîner comme Dijon, comme Bourg-en-Bresse, comme Aubenas, grosso modo, qui font des journées pleines, et nous, qu'on s'entraîne 3 soirs, voire 4 soirs. Donc c'est vrai que ce deal, nous, on avait essayé de le passer en mettant un petit peu plus de moyens financiers sur certains joueurs. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'on est à 2 vitesses. Et moi, je pense que les bonnes questions, ce n'est pas les clubs qu'il faut qu'ils se les posent. C'est la fédération. Je crois qu'ils avaient mis ce Pro D3 en place qui, effectivement, n'a pas marché. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y avait que 5-6 clubs éligibles à la Pro D2. Mais en revanche, je pense qu'il y avait des matchs de bon niveau et qui préparaient pour des joueurs pour aller en Pro D2. Et le vrai combat qu'il faut avoir aujourd'hui, ce n'est pas un combat de club, c'est un combat de joueurs. C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire de nos jeunes joueurs. Exactement. Est-ce qu'on veut les faire jouer au meilleur niveau qu'ils peuvent et là, on aura un vrai intérêt, c'est-à-dire que le meilleur joueur à Château-Renard ou à la Seine, qui est en Fédéral 1, pourra peut-être un jour postuler pour aller en Pro D3. Ça peut être un SAS aussi pour les espoirs, des clubs de Top 14 et de Pro D2 pour aller dans cette division-là, pour un jour espérer aller en Pro D2, voire en Top 14, pour avoir du temps de jeu. On a de gros exemples actuellement. Pourquoi on n'y va pas plus loin? Donc voilà, moi je pense que le club qui a 1 million de budget, pour qu'il passe à 1,5 million, il va falloir qu'il se pose de bonnes questions. Exactement. Et on regarde encore comme exemple, qui est un club moi, que j'ai vu structuré, qui est hier à Carqueiranne, qui est de très bon niveau, qui font du bon boulot. Aujourd'hui, ils vont perdre la Castanet et ça peut être décisif sur plein de critères. Pourquoi on finit 6e et ainsi de suite. Qu'il n'y a pas le feu au lac, qu'ils sont qualifiés et formons et avançons. Oui, ce que tu mets en exergue, en fait, Martial, c'est le palier qu'il existe aujourd'hui finalement entre le monde amateur qui arrive peut-être à un plafond et qui va peut-être avoir du mal à aller plus haut au-delà de la structuration par rapport aux moyens financiers, et finalement le monde professionnel qui lui continue encore d'avancer peut-être encore plus vite. Ouais, le monde professionnel, mais ça touche, je pense, 20 clubs. Aujourd'hui, quand on voit Dax, qui est en Fédéral 1, qu'on voit Albi, si on les réunit avec Massy, avec Bourgoin, avec Bourg-en-Bresse, Aubenas, Dijon, Narbonne, bien sûr. Donc ceux-là, au pire, on fait une poule de top 14, comme 14 clubs d'élite qui ont peut-être entre 2 millions et 3 millions de budget. Puis les autres clubs amateurs travaillent et au moins on forme, on ne prend pas de danger parce que comme tu disais à peine, entre Argelès et Bourg-en-Bresse, il y a un monde. Quand tu veux lancer un jeune là, t'es pas bien quand même. Donc, et pour en revenir au thème de la soirée, justement, cette Fédéral 1 ainsi rabotée de son élite permettrait aux jeunes du cru de jouer à un niveau intéressant parce qu'elle est intéressante la Fédéral 1 pour les jeunes. Sauf qu'on se retrouve contre des clubs où il y a un tel différentiel physique, un tel différentiel de préparation qu'on met aussi les jeunes en danger en jouant
par exemple contre Narbonne ou contre hier Carqueiranne, tu te retrouves face à des Fidjiens qui sont compliqués à aller jouer. On les a vus le match hier Carqueiranne Château-Renard avec Manu. Je peux te dire que l'ailier et le centre, ils ont fait un sacré ménage. Mais nous, avec Manu, les 6 années qu'on a passées à la Seine-sur-Mer, on avait quand même une ossature avec des anciens joueurs de très bon niveau. Et chaque année, on finissait 4e ric-et-rac. On voulait se qualifier. On lançait un peu des jeunes parce qu'ils étaient entourés de papa. Mais aujourd'hui, je pense que pas tous les clubs sont comme ça, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut être vigilant. Il faut former un peu plus et donnons un peu plus la chance. Moi, je vois que cette année, en étant en Fédéral 2, globalement, 3-4 jeunes, tous les dimanches, font leur apparition. Et il y a des jeunes qui, franchement, sont de bon niveau. On a un petit pilier gauche qui, aujourd'hui, on a mis, qui a 19 ans et qui est plus qu'intéressant. Donc, il y en a encore dans des clubs, mais il faut les faire jouer, bien les entourer. Et comme tu dis, des fois, on fait un focus sur un match, mais sur une saison entière, quand tu prends Bourgoin, que tu enchaînes le dimanche d'après, que tu reçois Bourg-en-Bresse, que tu vas... Et que tu as joué hier et que tu enchaînes avec Narbonne. Nice, c'est compliqué, quoi. Alors, sans entrer dès maintenant sur le thème de la formation, peut-être sur lequel on reviendra plus tard tout à l'heure avec notamment les retours et les avis de Pierre, de Olivier et puis les témoignages de Thierry et Manu. Si je reviens sur simplement le constat que tu faisais tout à l'heure, Martial, en fait l'idée c'est peut-être d'avoir une Pro D2 qui soit réduite, qui ne soit pas à 20 clubs, pour pouvoir travailler avec une vraie Pro D3 qui soit efficace et qui crée vraiment en fait ce palier entre le monde amateur et le monde professionnel et qui serait du coup plus simple pour les clubs qui plafonnent un peu notamment sur ces moyens financiers dans un travail. Parce que ça encore une fois, sans venir dès maintenant sur le sujet de la formation, les jeunes qui sont dans les clubs amateurs, ils n'ont pas la même formation et la même évolution et le même développement rugbyistique que ceux qui sont déjà dans des clubs beaucoup mieux structurés. Et donc forcément, pour amener le jeune joueur sur les niveaux au-dessus, il y a besoin de créer ces paliers. Après, ça a été fait, ça n'a pas été réussi. Donc peut-être qu'il y a sûrement des constats qui ont été faits. Après, je pense qu'il n'y a pas que la formation. Je pense que les présidents de clubs sont peut-être aussi un petit peu soulagés de ne pas aller chercher de la monnaie en permanence. Je pense que ça arrangerait un petit peu tout le monde. Après, moi, ça reste mon avis. Je me dis que ça peut être dangereux. On s'aperçoit que, du coup, dans chaque division, l'enjeu un petit peu tue le jeu. Et ça peut être compliqué, franchement. Je pense que ça peut être compliqué. Dans ce cas-là, je pense qu'au niveau des clubs, ils devraient... ce que tu dis, c'est une réalité, mais il faudrait que vraiment, alors... au niveau des budgets, dire voilà, vous avez 1,5 million ou 10 millions de... Vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, vous avez tant, vous êtes dans cette catégorie-là. Parce que sinon, le jeu ne sera pas joué, il y aura toujours un qui est comme ça se passe en ce moment. Tu as 4 clubs qui ont énormément de moyens, donc obligatoirement, la donne elle est faussée. Si tu structures en disant voilà, tous ceux qui sont en fédéral 2, 3, 2, vous avez 10 millions de budget, pas plus, et les autres, vous avez 2, 3 millions, il faut à un moment vraiment structurer au niveau du budget. C'est le nerf de la guerre de toute façon. Bien sûr. On peut dire ce qu'on veut, effectivement, tout ce qui est... Mais tant que ça, c'est pas bien cadré, bien cerné, il y aura toujours des dérapages de partout. Et comme ça se fait malheureusement tout le temps. Ouais, mettre une espèce de plafond dans les budgets pour créer une équité. Oui, faire un plafond, comme on fait des salary cap, comme on fait des... Voilà, c'est pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit C'était un peu le cas pour la Fédérale 1 Élite, le fait d'avoir... Moi, je vais même plus loin. Bourg-en-Bresse, si on fait le bilan alors, je ne suis pas de Bourg-en-Bresse, mais on s'aperçoit que sur 10-15 ans, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Est-ce que cette Pro D3 ne pourrait pas bien les préparer pour que le jour qu'ils montent en Pro D2... Je suis d'accord, plus que d'augmenter la Pro D2, d'avoir une Pro D3. Donc on s'aperçoit que le SAS, il est peut-être viable pour tout le monde. Et pourquoi pas plutôt faire en sorte que cette Pro D3 soit aussi intéressante, d'y rester, d'y jouer, puisque tu t'aperçois que tous ceux qui montent, ils redescendent dans la foulée, de toute façon, quoi qu'il en soit. Même ceux de Fédéral 1, quand ils remontent, dans la foulée, ils redescendent. Donc, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut chercher. Je pense qu'il faut chercher à quel moment on peut les intéresser à rester
c'est peut-être dur à dire, mais à rester là parce que tu ne peux pas faire plus. Parce que les 3/4 des clubs qui montent, les structures, ils ne les ont pas. Tu es obligé de faire des travaux sur les stades, pour la salle de muscu, pour le médical, pour tout ça, ils ne tiennent pas. De toute façon, on voit bien, c'est des ascenseurs. Donc peut-être réfléchir à ce que ces clubs-là ne peuvent faire que ça et ne rester que là. Peut-être la rendre aussi plus attractive. Finalement. Oui, la rendre plus attractive, je ne sais pas par quel biais on pourrait trouver, mais faire en sorte que on a des équipes qui peuvent rester qu'en Fédéral 1 et qui ne peuvent pas monter, c'est pas vrai. Les équipes de Pro D2, c'est pas vrai, il y en a, ils ne peuvent pas monter. Ou quand elles montent, elles redescendent dans la foulée de toute façon. Donc c'est chercher vraiment quelque chose, des leviers. Qui servent plus à former alors, à la limite. Voilà, qui soit plus dans la formation de... Un style, comme on vous dit, tout de Fédéral 3, Ouais. à former les jeunes joueurs. Peut-être que ce serait aussi une solution. Peut-être, mais bon, en ce moment c'est compliqué le rugby, parce que tellement d'étrangers y arrivent. Ça aussi. Il faudrait que la fédération ou la ligue, je sais pas, entre eux ils s'arrangent, mais mettre vraiment des trucs bien précis, quoi. Peut-être. Hein. C'est très bien parce qu'on va rentrer en période électorale, donc ce message, il va être entendu par tout le monde. Effectivement, on s'aperçoit, parce que c'est pas la première fois, à chaque fois qu'on a fait un débat sur la problématique de la Fédérale 1, c'est ressorti, où il y avait un gros différentiel de niveau. Il n'est pas normal que dans des clubs de Fédéral 1, tu es 5 Fidjiens, 4 Géorgiens, 3. C'est pas normal. Ils devraient jouer à ce niveau-là que des jeunes de chez nous, que des jeunes issus de la filière française. Tout à fait, ça devrait être la suite logique des jeunes qui sont en élite. Voilà, ça devrait être ce truc-là qui te fait monter plus haut. Sinon les jeunes, ils ont plus envie de jouer au rugby. Pourquoi il y a tant de... Mais comment veux-tu à un moment dire à un minot, tu vas jouer, mais il vient d'arriver lui, il vient d'arriver lui, il vient d'arriver lui, il vient d'arriver lui. Les minots, ils y vont plus. Ils n'ont plus envie. Tu leur donnes plus l'envie, tu leur donnes plus cette flamme. Ils savent très bien. L'équipe de France, c'est super, on est content l'équipe de France. Je peux vite... Mais bon, moi, quand je vois des étrangers qui jouent pour la France, je suis désolé, mais moi, ça me... Voilà, même s'ils font des bons matchs, même tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez, mais ça, quelque part, moi, ça me dérange. Ce que je te propose, Yvan, peut-être, parce qu'on commence à rentrer dans le sujet de la formation et je pense qu'on aura encore beaucoup de choses à se dire. On poursuit avec les résultats de la Fédérale 3. Allez. Et on reviendra, messieurs, sur le sujet de la formation parce que le sujet, on le voit, il est prenant. Allez, très bien. La fête 3, c'est la poule 6, la poule régionale, avec la victoire d'Avignon-le-Pontet aux Angles. Une superbe victoire. On avait reçu Michael Babillon qui nous avait dit que ce match allait être important. Il a bien préparé son plan. Draguignan qui atomise Monaco 73-7. Aubagne, l'équipe à Fred Orsini, qu'on salue d'ailleurs tous autour de la table, 33-20 contre Lille sur Sorgue de notre ami Belguiral. Uzès qui gagne 17-13 contre le Mourillon. Sifour qui perd chez lui contre Aix 32-15 et Cavaillon qui gagne 59-13 contre Valréas. On retrouve donc le Pontet qui prend la tête avec 65 points, les Angles deuxième 60 points, Draguignan troisième 53 points, le trou est fait entre les deux premiers sur Draguignan, Aubagne avec un match en moins, I sur Sorgue, Aix 6e 51 points, Cavaillon 42 points, Monaco 31 points et derrière on retrouve Valréas, Sifour, Mourillon, Uzès. Une belle saison pour Fred Orsini pour l'instant, non Oui. Ah, mais je suis un peu. Oui, je suis. Bon, cet homme, il demande à être suivi. Et même serré dans J'ai bien compris. Mais bon. On l'a reçu le jour de l'émission, j'ai compris qu'il fallait pas lui tendre trop la perche. Mais bon, c'est vrai que c'est un club que, bon, mais on le suit par rapport à Fred Orsini. Parce qu'il y a Fred. On a le résultat. Voilà. Allez, très bien. On l'embrasse. On va faire un petit focus sur l'honneur parce que il y avait un match en retard avec la balade d'Arles, pas tant sur le score, mais au classement. Arles qui gagne 37-22 contre Sisteron, c'était le match en retard, qui repasse devant au classement. Et on retrouve Arles et le SMUC qui domine outrageusement à la grande satisfaction du docteur Grisoli pour faire un retour sur le RCT. Et on a fait complètement le tour des résultats, même si on a été un peu long aujourd'hui, mais on a voulu effectivement brosser la globalité des résultats de ce week-end. On passe aux résultats des jeunes, Karim, avant de passer sur des questions plus stratégiques et certainement plus philosophiques. C'est ça. Alors on va commencer effectivement par la poule Réchelle Espoir. Alors peut-être avant de donner les résultats, là j'en profite déjà, je me tourne
je me tourne vers Pierre au niveau de la Ligue qui va peut-être aussi pouvoir nous éclairer de ses connaissances. Alors, pour les habitués du rugby, quand on parle de Rechel, quand on parle de Krabos, quand on parle d'Alain Mercerie, quand on parle de Goderman, ça nous parle à tous. Mais pour les amis du Money Time qui nous suivent, qui n'ont pas l'habitude de suivre un peu le rugby, tu peux nous éclairer un petit peu sur les différences entre Rechel, Krabos, Alain Mercerie, Goderman? Ouais, les années d'âge qui sont différentes. On parle de Goderman en moins de 15 ans, c'est-à-dire les cadets première année. On parle ensuite d'Alain Mercerie en moins de 16, c'est les cadets deuxième année. Les juniors sur 2 années d'âge sont les Krabos, et puis donc c'est moins de 18 ans. Et au-dessus de 18 ans, on est sur des catégories espoir, soit espoir pro sur les clubs pro, soit espoir Rechel sur les clubs amateurs. C'est ça. Et là, quand on parle donc de Rechel, Krabos, Alain Mercerie, Goderman, on est sur des catégories de jeunes, on est sur le niveau élite au niveau national. Sur le niveau national. D'accord. Et on a choisi de faire le focus justement sur ces catégories. Élite, ça tombe bien. Exactement. Petite précision encore, Pierre, je me tourne encore vers toi. Vas-y. Dernière journée de ces championnats, elle date d'il y a quelques semaines. Nous, c'est pareil, on sait pourquoi, mais toi, tu vas peut-être nous préciser qu'est-ce qui s'est passé pour que dans le calendrier, si je prends par exemple la poule Rechel Espoir, dernière journée c'était le 25 janvier, prochaine journée c'est le 22 mars. Mais il y a une explication. Ouais, on est dans une trêve hivernale qui est due à une organisation de calendrier qui bloque en gros un mois de compétition pour faire place aux équipes de France jeunes. Il y a eu les interpools avec les moins de 16, 17 et 18 français, je crois qu'Olivier y était. Qui s'est déroulé dans le coin il y a la semaine dernière. C'est l'occasion des rassemblements, donc soit de préparation des équipes de France pour les jeunes, soit de matchs d'équipe de France pour les plus grands, dont les moins de 20. Ok. Merci pour ces précisions, Pierre. Donc, justement, on en profite pour donner les résultats. Alors, on ne va pas toujours retrouver les mêmes équipes, mais nous, on va faire un zoom un petit peu sur notre bassin régional, où on va regarder notamment les clubs de Aix, les clubs de Nîmes, bien entendu Toulon. On fera un zoom et on profitera d'Olivier Baudon ici présent pour appuyer aussi sur le RCT au niveau des jeunes. Et on regardera aussi Montpellier, puisque dans notre bassin de vie, à grosso modo à 1 heure, 1 heure et demie de route, on va retrouver ces 4 clubs. Alors si je prends donc sur la poule Espoir, dernière journée donc 25 janvier, Toulon reçoit Agen, victoire 14-3 au niveau donc des Espoirs. Et c'est tout ce qu'on aura sur cette poule-là. Prochaine journée pour les Espoirs, donc le 22 mars. Et là, on a Toulon qui va à Massy. Donc, au classement, on retrouve Toulon 7e, 12 matchs joués, 5 gagnés, 7 perdus, 27 points. Là où on a Perpignan qui caracole en tête, qui est leader avec 54 points, 11 victoires et seulement une défaite. Et derrière, on a le Racing, Montferrand, le Loup, Bordeaux-Bègles, Agen, Toulon, donc on retrouve Oyonnax, Narbonne. On va pas tous les citer, mais voilà pour le zoom au niveau des espoirs. Si on revient sur la poule un peu plus régionale et on descend d'une catégorie, on arrive sur nos juniors, pour reprendre tes propos Pierre, notre catégorie Krabos. Donc on va retrouver dans la poule Toulon, on va retrouver Montpellier, on va retrouver Provence Rugby, donc nos amis aixois. Avec là, dernière journée le 8 février, une défaite du RCT à Perpignan 21-14. Montpellier pareil qui perd à Narbonne 29-13. Et Provence Rugby qui s'incline à Grenoble 15-10. Donc on n'avait que des déplacements. Et si on prend la prochaine journée qui aura lieu le 18 avril, réception de Provence Rugby qui va recevoir Perpignan. Réception des Toulonnais avec quelque part un espèce de derby régional nous concernant qui va recevoir justement Montpellier. Si on regarde, pareil, on descend notre catégorie juste en dessous avec les Alain Mercerie. Dernière journée, pareil, le 8 Tu n'as pas parlé du classement. On retrouve le RCT 4e avec 35 points. Merci. Provence Rugby 22 points. Et on retrouve Béziers et Narbonne en tête. Le rugby languedocien en Krabos montre qu'il forme encore de bons joueurs, puisque Béziers est premier avec 44 points et Narbonne deuxième avec 40 points. C'est ça. Tu as précisé Provence Rugby et Montpellier? Montpellier, non, je n'ai pas précisé. Montpellier, 3e, juste devant Toulon, mais il n'y a que 2 points d'écart. Donc je pense que la prochaine journée va être décisive. On poursuit donc avec nos Alain Mercerie. Donc la dernière journée, c'était le 8 février. Là, on retrouve Montpellier donc, qui a reçu Béziers, victoire 20-0. Toulon qui a reçu Bourgoin. Bon, là, le score est sans appel, 58
à 0. Et Provence Rugby qui a reçu donc Nîmes avec une victoire 52 à 0. Prochaine journée le 14 mars pour les à la Mercerie avec Nîmes qui est quand même un petit peu en difficulté dans la poule qui va recevoir Toulon, Montpellier qui va recevoir Grenoble et Provence Rugby qui se déplace à Béziers. Au niveau du classement, on a Grenoble qui est en tête avec 45 points et 9 matchs joués, suivi de Montpellier, 10 matchs joués, 43 points, Provence Rugby, 10 matchs joués, 42 points et Toulon 4e, 10 matchs joués, 38 points. Donc le haut de la poule est assez resserré quand même sur nos catégories à la Mercerie. Et je vous propose de terminer donc avec les Goderman, les moins de 15. On y reviendra tout à l'heure, mais là pour le coup, on n'est pas en nom propre RCT, on est dans un rassemblement du Grand Toulon, RC Toulon Métropole, c'est bien ça. Alors on retrouve la Seine, Donc Toulon, la Seine effectivement, Vallée du Gapot, c'est ça, la Valette, le Mourillon, la Valette, le Revest, la Garde le Pradé, et le Pradé. c'est ça, qui composent effectivement Et justement, moi j'avais une question notre rassemblement. à Manu et Thierry par rapport à ça. Là, officiellement, ça s'appelle un rassemblement, mais ça a toujours existé, ça. Les meilleurs de tout ce qui était autour de Toulon venaient jouer ensemble à Toulon. Non. Ah oui. Fait ça, oui, Ouais. tu signais en début de saison, tu signais à Toulon, oui. Mais là, tu m'apprends un truc. C'était pas un rassemblement. C'était pas un rassemblement. C'était pas un rassemblement. ils jouaient au Rugby Club Toulonnais. Ils jouaient Oui, au à l'époque. Là maintenant, ça passe par des structures qui D'accord. s'appellent rassemblement, Ouais. qui sont très compliquées à monter parce qu'il faut des accords entre clubs. Mais c'est très bien parce que ça fédère le territoire de manière exemplaire. Et ça permet quoi au niveau des stades s'entraîner pour... Peut-être juste avant que tu nous expliques, Olivier, je donne les derniers vas-y. résultats et après tu rentreras dans l'explication. Donc dernière journée le 25 janvier où on a donc le rassemblement Toulon qui a perdu à Valence-Roman 32 à 12. On a Nîmes qui a perdu à domicile 61 à 0. Et la prochaine journée, on a Nîmes justement qui reçoit le rassemblement toulonnais et Provence Rugby qui va dans le bassin biterrois quand le Grand Montpellier en fait va recevoir Isère Goderman. Donc on voit que sur la catégorie Goderman notamment, il y a beaucoup de rassemblements qui sont faits. Si on fait juste un zoom sur le classement, au niveau Goderman, le rassemblement Grand Montpellier donc qui est premier avec 8 matchs et 34 points. C'est serré tout ça. Du rassemblement RC Toulon, 8 matchs, 30 points. Derrière, on retrouve nos amis de Provence Rugby, 7 matchs, 23 points. Et ce sont les Nîmois qui ferment la marche avec malheureusement 0 points après 8 matchs pour le rassemblement Nîmes-Gare. Alors du coup, Olivier, c'est quoi pourquoi il y a un rassemblement sur les catégories Goderman? En fait, c'est une idée un peu plus générale. Même la fédération a développé ces regroupements, même ce qu'on appelle aussi les doubles licences. Ça permet à des jeunes de jouer à la fois dans des clubs, par exemple de jouer à la Valette, mais aussi de jouer à Toulon. Ça permet à des jeunes de venir d'essayer de voir le niveau peut-être un peu supérieur à ce qu'ils pourraient trouver à la Valette, mais en même temps de ne jamais quitter leur club. Et l'idée, c'est qu'à terme, ces jeunes passent justement par ces paliers, des différents paliers successifs qui leur permettent de gravir les échelons et de voir s'ils sont capables, s'ils ont le potentiel et le niveau, d'aller jouer au-dessus, sans jamais les sortir vraiment complètement de leur club. Parce qu'on s'était aperçu qu'à une période, il y a des joueurs qui venaient par exemple tenter l'aventure à Toulon, et puis ils n'osaient pas retourner dans leur club. Et du coup, souvent, ils arrêtaient le rugby. Donc l'idée, c'est vraiment de les fidéliser, de les laisser dans leur club. Et ça se passe comment au niveau des entraînements Mais là, en fait, ils sont à Toulon. Voilà, ils s'entraînent avec Toulon, mais ça leur permet aussi à d'autres moments de peut-être de redescendre, d'aller jouer avec leurs copains de la Valette, du Gapot. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le joueur, il va pas tenter tout à Toulon, il va essayer d'aller voir s'il a le niveau. S'il a le niveau, il va rester, il va matcher pour Toulon. Mais si jamais ça va pas, ou ça lui plaît pas, ou il est pas prêt à s'entraîner autant, tout à l'heure vous parliez de contexte un peu différent. Il y a des jeunes qui n'ont pas forcément l'envie de s'entraîner tous les soirs, d'avoir les contraintes d'un sport de haut niveau, entre guillemets. Donc ces jeunes, peut-être qu'ils retournent dans leur club, ils n'arrêtent pas le rugby, et ça permet comme ça d'avoir des vases communicants. Et nous, sur le bassin aussi, ça nous permet d'avoir une dynamique, d'avoir des clubs qui s'entendent, qui travaillent ensemble. Et des clubs partenaires. Voilà, l'idée, c'est de développer aussi notre bassin, développer le rugby, parce que plus les clubs seront forts autour, plus le RCT forcément va... C'est une espèce de sas de décompression en fait pour les jeunes, pour les préparer. Puis ça tire finalement le niveau des clubs autour vers le haut, parce qu'à un moment donné, on élargit
le périmètre de la formation sur tous ces jeunes. Ouais, complètement. Ouais. Il y a un autre facteur, c'est que c'est des jeunes moins de 15 qui sont censés être en 3e, donc c'est-à-dire encore au collège. Donc l'assouplissement de la règle, elle leur permet aussi de ne pas bousculer leur scolarité, de rester aussi bien basés chez les parents que dans le même établissement, avant peut-être de passer le cap sur la génération à la mercerie et sur les académies. On en parlera peut-être après. Ouais. Très bien. Pierre, on a vu dans les résultats qu'à part en espoir cette année où c'est un peu plus compliqué, le RCT est toujours sur le haut du podium. Ça fait quelques années que ça dure. On retrouve le RCT sur ce haut du pavé avec des résultats excellents. C'est la résultante d'une politique particulière. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait la genèse? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Comment s'est structuré le club pour arriver à former et glaner des titres? Après, c'est plutôt question pour Olivier alors. C'est pour Olivier, j'ai dit quoi? T'as dit Pierre. Ah pardon, Ça. j'ai confondu. Pierre-Olivier. Ouais, tant que je ne confonds pas Jacques et Michel. C'est qui ça? De quoi tu parles? Oui, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que le club phare quand même dans notre région, c'est le RCT. Donc l'idée c'est que qu'on attire des jeunes qui viennent chez nous pour développer leur potentiel. Maintenant, je pense qu'on a toujours été concurrentiel au Rugby Club Toulonnais. Il y a toujours eu des équipes valeureuses qui ont toujours fait des bons classements dans le championnat. C'est vrai que comme d'autres clubs, on essaie de se structurer, on essaie de faire les choses avec pragmatisme. Tout à l'heure, il parlait de la scolarité, c'est quelque chose, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est des éléments qu'il faut absolument prendre en compte. On ne peut pas aller délocaliser un minot, le prendre d'un endroit, l'amener au RCT et lui dire voilà, maintenant tu vas jouer au rugby et le reste, ça compte pas, quoi. Donc tout ça, il faut que ça soit vraiment structuré. Donc on essaie de structurer à la fois le sportif, mais aussi l'encadrement scolaire, le bien-être du joueur, parce qu'il y a des contraintes aujourd'hui qui ne sont pas celles qu'on connaissait avant quand on était joueur. C'est-à-dire que en termes d'entraînement, en termes de volume d'entraînement, de contraintes de temps, les jeunes qui intègrent le Rugby Club Toulonnais sont amenés à vraiment s'entraîner beaucoup, à faire vraiment des efforts. Alors les résultats, bien sûr que les résultats ils sont probants. Les dernières années, on a été champion plusieurs fois en Crabos, en cadet, en espoir. Les derniers, on a été champion en espoir. Je veux dire, c'est un travail de longue haleine. Ça commence déjà à l'école de rugby, non seulement à l'école de rugby du Rugby Club Toulonnais, mais aussi aux écoles de rugby de tout le bassin. Vous parlez de Montpellier jusqu'à Nice, quoi. C'est-à-dire que les écoles de rugby, elles sont essentielles dans la vie d'un club comme le nôtre. Et pas uniquement celle du RCT. Parce que ces jeunes, ils vont commencer le rugby, il y a un éducateur qui va les prendre par les mains, qui va s'en occuper. Et petit à petit, il y a des jeunes qui ont le potentiel d'aller jouer au-dessus. Et notre rôle à nous, c'est d'aller détecter ces jeunes qui ont le potentiel, de les amener, s'ils en ont la volonté, vers le plus haut niveau. Et naturellement, ils viennent dans des clubs qui sont structurés, qui ont un peu plus de moyens et qui leur permettent d'évoluer. Alors justement, tu me fais la transition. Olivier, Pierre, c'est une question que je voulais te poser. On voit que nous, sur la Ligue du Sud, on a le RCT, la Provence Rugby, qui sont quand même assez bien représentés au niveau élite. Comment s'articule le travail des clubs justement avec la Ligue pour aller dénicher ces jeunes talents, en fait, ces joueurs dits à potentiel? Comment est-ce que vous harmonisez tout ça ensemble? Il y a plusieurs étapes. Il y a les étapes de détection chez les jeunes, ce sera peut-être l'objet d'une autre question. Et après, il y a un travail qui est assez récent, assez nouveau au sein de la fédération, c'est de lier les anciens pôles espoirs, en fait, c'est-à-dire la filière de détection et de formation du jeune joueur, de la lier avec les clubs pro. Donc en fait, aujourd'hui, sur le territoire de la Ligue Sud, on a 2 académies fédérales qui sont donc basées à Aix et à Toulon, c'est-à-dire aux 2 endroits où il y a des clubs professionnels. C'est-à-dire que et la Ligue, donc la Fédé, et les clubs travaillent main dans la main pour essayer de faire accéder ces jeunes à la filière du plus haut niveau. Quand on voit les résultats, on peut constater que ça porte ses fruits. Je crois qu'en région PACA, il y a la place pour 2 clubs pro, oui, clairement, voire plus. Ouais. Une petite question pour Manu, au niveau des jeunes, pour leur permettre de jouer au niveau élite, comment vous travaillez justement au sein de la commission jeune du RCT? Nous on travaille de façon très simple, on est sur une planification à l'année dans laquelle on bosse sur des cycles de travail qui sont de 2 à 4 semaines. Le début de semaine il est souvent orienté sur les ateliers techniques au poste, techniques de jeu.
Le milieu de semaine, donc c'est plus un travail individuel sur le début de semaine. Le milieu de semaine, c'est plus un travail collectif. Les jeunes redescendent dans leur club. Il y a la compétition, il y a des petits retours sur la compétition avec les débriefs avec les éducs. Et voilà, globalement, les semaines, les années, les mois et les semaines s'articulent comme ça au sein du RCT. D'accord, un travail de planification qui porte ses fruits. Donc, je veux revenir sur la partie académie à Olivier et Pierre. Pierre nous a expliqué cette interaction entre les deux. Pareil sur Toulon, tu parlais d'Aix et de Toulon. Comment ça se passe, cette articulation côté club vis-à-vis de la Ligue sur les académies? En fait, il y a donc l'académie est prise en charge par la fédération. Il y a des jeunes qui sont à l'académie, mais qui bénéficient aussi d'entraînement en commun avec le rugby club toulonnais. L'idée, c'est de mettre des compétences, un maximum de compétences pour ces jeunes, pour les faire évoluer, les mettre dans un cadre déjà scolaire qui soit très intéressant, mais aussi de leur apporter une plus-value. Pendant des années, il y avait, je reviens un peu à ce que disait Pierre, moi maintenant je crois que ça fait 17 ans que je suis au centre de formation, mais pendant des années, il y avait les clubs qui travaillaient de leur côté et la fédération qui travaillait de son côté. Et là, dernièrement, il y a quand même ce souci de travail en commun, où on essaie de mutualiser à la fois les compétences, les moyens pour amener ces jeunes vers le plus haut niveau. On s'aperçoit que c'est pas évident à mettre en place. Quand vous avez des jeunes qui passent le bac, par exemple, et qui en même temps doivent essayer d'être compétitifs et de s'entraîner, donc il faut arriver à trouver un aménagement horaire qui corresponde aux attentes des uns et des autres. Donc on essaie de valoriser ça, de travailler en commun. Alors maintenant, c'est tout récent, les académies, ça a 1 an, donc là on est en train de le mettre en place. Je pense que l'année prochaine, notamment au niveau de Toulon, ça sera beaucoup mieux, parce que là aujourd'hui on essaie un peu de trouver nos marques, mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que les compétences, il y en a de partout, il y en a à la Fédé, il y en a dans les clubs, et quand on a compris ça et qu'on travaille en commun, on fait avancer les choses. Et ça, je pense que les bénéfices vont ressortir sur les clubs, mais aussi sur la fédération et sur les équipes de France. Une espèce de synergie. Voilà, donc... Alors justement, Olivier, moi je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail parce que le sportif, la compétence, c'est bien, hein, il en faut. Tu as parlé du scolaire, tu as parlé des jeunes qui passent le bac. Si on rentre justement un peu plus dans le détail, comment aujourd'hui le RCT est organisé pour aussi accompagner finalement ces jeunes dans le cadre d'un point de vue socio-professionnel et puis aussi pour entrer dans la vie active parce que si j'ai bien suivi, voilà, on a des jeunes qui vont arriver qui auront 15 ans, 16 ans et puis il y en a peut-être qui vont sortir du RCT soit en intégrant le groupe professionnel, soit après finalement en sortant du milieu professionnel, mais derrière, comment vous avez travaillé avec eux pour les amener à finalement apprendre aussi un métier, tout simplement? En fait, il y a deux grands fondements. C'est déjà, on forme des joueurs de rugby, mais avant tout, on forme des hommes. C'est-à-dire que le rugby, c'est un outil, c'est notre passion, mais on est déjà là en tant qu'éducateur pour former des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qu'on ne doit pas galvauder. C'est-à-dire que la valeur travail, la valeur du respect, de la ponctualité, le respect des lieux, le respect des personnes, ça c'est des choses sur lesquelles on est super attaché, où il faut qu'on soit intransigeant. Et puis après il y a ce qu'on appelle le double objectif. On part du principe qu'un joueur de rugby doit être bien construit physiquement, mais aussi dans sa tête. Et que la carrière d'un rugbyman, elle est déjà hypothétique, et qu'elle n'est pas très longue. Donc il faut que ces jeunes, on les prépare aussi à faire une belle carrière de rugby, on leur souhaite. Heureusement, il y en a beaucoup qui y arrivent. Mais aussi à l'après-rugby, ou même si malheureusement tu n'arrives pas à aller vers le haut niveau, être capable de vivre naturellement et de ne pas tout miser, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc l'idée, on est aussi garant de ça. Les parents qui nous mettent leurs enfants, ils veulent aussi qu'on soit super regardant là-dessus, sur la scolarité. Alors la scolarité, c'est pas obligé de faire des grandes études, hein, ça peut être aussi des choses manuelles, mais il y a le rugby, mais il y a aussi l'à côté. Parce qu'un joueur de rugby, si on veut qu'il soit autonome sur le terrain, il faut aussi qu'il soit autonome dans la vie. Et ça, actuellement, c'est vraiment notre axe de travail. Il faut qu'on soit là pour les accompagner, les mettre dans les meilleures conditions, que ce soit en scolarité, d'hébergement, de nourriture, des choses comme ça, qu'on leur apprenne leur environnement du rugby. Mais malgré tout, il ne faut pas qu'on leur mâche tout. Parce que si on veut créer des hommes qui soient capables d'être autonomes sur le terrain et qui soient capables de prendre des décisions, il faut aussi qu'on les forme à la réalité de la vie. Il faut les responsabiliser. Voilà. Et donc on travaille énormément là-dessus, sur l'autonomie, sur la responsabilité. Voilà, de dire, à un moment donné, vous êtes des jeunes, peut-être que des fois vous pouvez un peu dévier comme tous les jeunes de France et de Navarre, mais voilà, après il y a un cadre et à un moment donné, il faut que tu assumes. Si tu as fait des conneries, tu assumes et puis après on va rebondir. Donc ça, et je pense que notre rôle d'éducateur, il est hyper intéressant là-dessus. Concrètement,
pour les écoles, on fait quoi exactement au niveau du club? Qu'est-ce qui est fait pour les... Alors c'est la relation avec l'académie. L'idée c'est d'aménager les horaires. Alors ça peut être sur les plus jeunes, d'arriver à avoir un aménagement d'horaire qui leur permet d'aller s'entraîner plus tôt. Du coup ça amène une meilleure récupération, d'aller faire les devoirs le soir. Le minot il se lève à 6h, il va en cours, derrière ça il va aller à l'entraînement, il va rentrer le soir, il va faire ses devoirs, il va rentrer, il enchaîne. Donc l'idée c'est d'avoir un aménagement horaire qui lui permette d'être dans les meilleures conditions. Et ça va donc on parlait tout à l'heure, ça peut être du collège jusqu'à la fac. Moi, au centre de formation, on a des jeunes qui vont passer leur diplôme, au lieu de les faire en 2 ans, ils vont les faire en 3 ans, en 4 ans. On essaie d'aménager parce que la contrainte, elle est quand même hyper importante. Et que ces jeunes, il faut qu'on les accompagne. Voilà, et c'est essentiel. Le double projet, c'est le fondement d'un centre de formation. Pierre, justement, par rapport à ce que nous dit Olivier sur le travail de la Ligue au niveau du scolaire, tu peux nous apporter plus de précision encore, rentrer dans le détail. C'est quoi le travail de la Ligue pour permettre justement au club d'avoir ces aménagements d'horaire et de permettre aux jeunes de continuer leur cursus scolaire, tout simplement? À travers les 2 académies fédérales, c'est de discuter avec l'éducation nationale et de placer, comme dit Olivier, le double projet comme une réalité, c'est-à-dire le projet sportif qui nous intéresse et le projet scolaire du jeune. Sur l'académie d'Aix, les jeunes sont tous dans un établissement qui s'appelle le lycée Zola à côté du Creps. Ils sont logés au Creps. Leur établissement scolaire leur permet de quitter les cours, si je ne dis pas de bêtises, à 13h30 et du coup d'être disponible pour les soins, le rugby, voire la muscu ou la préparation physique et les devoirs sur le reste de la journée. Ça, c'est quand même une vraie avancée pour pouvoir permettre de mieux s'entraîner ou de bien s'entraîner. Que sur Toulon. Dis-moi un peu, mais quel niveau d'études, s'il te plaît? Quel âge? Là, on parle de lycéens sur l'académie, c'est seconde, première et terminale. Ou autre filière. 17, 18. C'est 16, 17, 18 ans. Déjà, ouais. Sur Toulon, c'est un tout petit peu différent, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, on est dans une période de transition. C'est-à-dire qu'on avait le pôle espoir qui était au lycée Costebel, et depuis cette année, donc les jeunes maintenant sont à l'académie au lycée Rouvière. Donc par contre, il a été décidé justement par cette idée de double projet de pas sortir les terminales de lycée Costebel. On n'allait pas leur dire la dernière année du bac, vous allez changer de lycée. Ils sont restés. Voilà, donc ils sont restés à Costebel. Il y a aussi des jeunes qui sont dans d'autres établissements, parce que l'objectif, c'est pas non plus d'en faire ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule voie. La scolarité, alors c'est pas évident à gérer, mais c'est d'essayer de proposer un maximum de... Voilà, le jeune qui a envie d'aller faire des choses un peu plus manuelles, il pourra aller dans certains lycées. Le jeune chez nous qui peut aller... Tu touches presque à l'épanouissement personnel. L'objectif, c'est ça, quoi. Et c'est là où l'aménagement scolaire il devient complexe. C'est toute la différence entre un entraîneur et l'éducateur. Sur 30 joueurs, il y a 15 scolarités différentes. T'imagines la difficulté de discuter avec... J'ai eu un retour d'un jeune à qui on lui a dit tu choisis soit c'est le rugby, soit c'est l'école. Ça normalement, ça ne devrait pas arriver. Non, après, bien sûr que ça peut arriver. C'est ce qui a résulté de... Après, pour y être quand même depuis 17 ans, on a toujours essayé d'aménager au mieux. Après, on va en parler franchement, c'est super délicat aujourd'hui de faire des hautes études et de mener de front une carrière de rugbyman de professionnel. Nous aussi à l'époque. Nous pas non plus. Nous non plus, on n'est pas gossés. Il n'y en avait pas à Toulon, mais il y en avait dans d'autres clubs. Mais par contre, je peux faire le remarque, s'ils ont choisi le lycée Rouvière, c'est très bien. Tu as usé tes shorts sur le lycée Rouvière. D'ailleurs, tant qu'on est un peu dans le décalé, j'ai une petite question un peu décalée, mais il y a plein de pièges, Manu, à vous poser. Ce matin, Ibanez, je ne sais pas si tu as lu la presse, évoquait la notion d'état d'esprit dans la réussite du 15 de France. Tu penses que ça s'apprend en centre de formation, l'état d'esprit? Je ne sais pas si ça s'apprend en centre de formation, je pense que tu dois l'avoir en toi. Mais bon, par contre, ce qu'il veut dire, c'est que je crois que ça fait pas mal de temps que l'équipe de France ne s'est pas réunie ensemble depuis un mois. Ils sont ensemble. Non, et puis ils sont ensemble depuis un mois de vie, non? Avant, ils se réunissaient, ils partaient une semaine dans les clubs. Et là, je crois qu'ils sont ensemble depuis... et ça, c'est un bon truc. Et je pense qu'il veut parler que cet esprit s'est un peu créé. Après, le fait de partager des moments fait qu'on apprend à se connaître et qu'on a envie d'aller à la guerre ensemble. C'est ça. Ça n'a pas changé le rugby. Ça n'a pas changé. Ouais, ça a changé. C'est les règles. Non, mais sur cette notion-là, le rugby n'a pas changé. Sur cette notion-là, l'état d'esprit. Oui, c'est bien. Thierry. Ah oui, non, bien sûr, l'état d'esprit, je pense que c'est la base de... On a retrouvé... la base du rugby, quoi. Enfin, la base de tout joueur de rugby, c'est l'état d'esprit, avant tout. Après, on y met ce qu'on veut dans l'état d'esprit, parce qu'on peut le mettre à toutes les sauces, mais effectivement, ça fait partie des qualités premières requises. Et puis, quand on voit, c'est vrai, comme il dit Sancho, c'est qu'ils se réunissent depuis un mois, mais même sur le terrain, quand tu les regardes, il se passe quelque chose, il y a un temps de...
Ça fait. Enfin, moi, je l'ai pas vu depuis 100 ans. Spontanément, tu les vois se regrouper et se parler. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui s'est créé et ça, on peut appeler ça l'état d'esprit. Ah ben c'est super, très bien. Une petite question à Olivier et Pierre aussi, pareil, puisqu'on est encore dans cette notion-là. On parle d'état d'esprit, messieurs. Alors, quand on parle d'état d'esprit, moi, je voudrais savoir comment, aujourd'hui, vous identifiez, aussi bien côté RCT qu'au niveau de la Ligue, les joueurs dits à potentiel. Il y a le sportif, il y a l'état d'esprit, il y a tout. Parce que c'est pas simple, finalement, hein. Notamment, encore une fois, quand on les voit sortir de M14, arriver là en M15 et se projeter sur la potentialité de ces joueurs-là, c'est simple, une porte y a pas fermée du hasard, et une porte quoi. ouverte. Une porte fermée, une porte ouverte. Ceux qui passent par la porte ouverte sont pas bons, ceux qui passent par la porte fermée, c'est ceux-là qu'on va prendre. C'est comme ça que vous faites, Pierre, à la Ligue. Ouais, ou parfois, C'est le test Luc. Ils l'ont fait à l'université de Zurich. Moi, je préfère ceux qui passent par la porte que ceux qui De Besagne. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas le même. Il me semblait qu'il y a un entraîneur une fois qui m'a dit ceux qui passent par la porte fermée ils vont jouer devant, ceux qui passent par la porte fermée ils vont jouer derrière. Vous n'avez pas vu la poignée, nous. Non, plus sérieusement, Pierre, Olivier. Non, mais Peut-être de dire que Thierry n'est pas sérieux. le chemin est très très long. Hein. Ça commence relativement jeune, mais il y a pas mal d'années. On commence à détecter les joueurs sur les catégories moins de 14, on va dire, sur la fin de catégorie des minimes, pour les faire rentrer sur ce qu'on appelle un centre de suivi fédéral en moins de 15 ans, avec un certain nombre de rassemblements dans l'année pour voir la capacité du joueur à s'entraîner, sa capacité à répondre physiquement et rugbystiquement à différents tests, pour voir si il est capable d'assumer un nombre d'heures d'entraînement conséquentes sur les années d'âge d'après. Donc après, on rentre dans les années du lycée. 18 ans pour la terminale, il faut encore un petit peu de temps, donc il peut se passer énormément de choses. Après, je rejoins un peu ce qu'il dit quand même, l'état d'esprit, l'investissement, et ça reste quand même une chose prioritaire pour aussi, il faut avoir du talent, mais le talent suffit plus aujourd'hui pour pouvoir prétendre à jouer en professionnel. Il n'a jamais suffi. Ouais. En fait, Le talent juste n'a jamais suffi. Ouais, c'est vrai. En fait, ce qu'il faut arriver à déceler, nous chez les plus jeunes, c'est déceler les points forts. C'est-à-dire qu'un jeune qui a un point fort, c'est souvent, voilà, c'est quelque chose qui va nous percuter à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, des fois, qui nous paraissent un peu pâteaux ou des choses comme ça, mais qui vont voir. Alors, ça peut être le gabarit, où là, c'est le plus facile à voir, ça peut être la vitesse, ça peut être la justesse technique, ça peut être la capacité à bien jouer les situations. Et ça, c'est l'œil après des éducateurs d'aller repérer un peu le point fort chez ce jeune. Et après aussi les standards du haut niveau. Parce qu'à un moment donné, le jeune va évoluer, donc on connaît les standards du haut niveau, maintenant on ne connaît pas l'évolution de ce jeune. Il y a des jeunes qui sont très bons à l'école de rugby, puis à un moment donné ils vont stagner, et inversement il y a d'autres qui sont à maturité un peu plus tardive. Donc notre rôle est hyper important, c'est d'essayer de ne pas fermer les portes, on parlait de portes tout à l'heure, de ne pas fermer nos portes, parce que des fois, c'est peut-être des choses qui étaient faites dans une période où on prenait que des grands costauds, puis là on revient maintenant sur différents profils. Le rugby, il y a la place pour tout le monde, il y a le petit qui va vite, il y a le costaud qui défonce les portes, voilà. Et ça, c'est d'arriver à trouver vraiment le point fort. Et puis notre rôle, nous, après, d'éducateurs et de formateurs, c'est de renforcer ce point fort et en essayant de gommer peut-être les petites lacunes qu'ils peuvent avoir à côté. Mais ce qui est super important dans la détection, c'est déjà d'avoir un vrai point fort. Donc ça, c'est essentiel. Très bien. Manu, on va parler un peu de territoire. Tout à l'heure, on a parlé de rassemblement. Cette politique de formation, cette stratégie de formation avec ces rassemblements, elle s'étend sur quel secteur géographique ? Le secteur géographique, il se fait un petit peu en fonction des catégories. C'est-à-dire que au RCT, école de rugby, moins de 11, moins de 12, ça va être Toulon. Ensuite, moins de 14, ça va être Toulon avec les clubs partenaires, c'est-à-dire la métropole. Ensuite, les moins de 15, c'est le rassemblement, donc on va ouvrir un petit peu plus le territoire. Moins de 16, pareil, on continue à ouvrir sur le 06, le 13, le 84, en sachant qu'on a un recruteur dans le 06 et un recruteur dans le 13. Voilà. Ensuite, Crabos, encore une fois, on ouvre un peu plus le territoire sur le plan national, en fonction des besoins qu'on a au niveau Crabos. Et puis, Espoir, là, c'est niveau international, puisque régulièrement, il y a des étrangers qui jouent en Espoir. Donc voilà, ça part
d'un petit secteur après au niveau international. D'accord. Et vous créez des accords avec des clubs partenaires? Il y a les clubs partenaires dont on a parlé tout à l'heure, Ouais, tous les clubs partenaires avec qui on est en accord, avec lesquels on travaille sur les jeunes potentiels qui viennent s'entraîner au RCT, qui s'entraînent régulièrement avec nous et qui nous apportent énormément pour certains. Très bien. Mais je crois qu'on a fait en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose d'intelligent, une intelligence collective qui a permis au RCT de venir avoir des résultats depuis quelques années, même si je me suis fait tirer les oreilles tout à l'heure par Thierry qui m'a dit le RCT a toujours été bon en jeune. Mais c'est vrai que on voit dans les équipes de France jeunes, des jeunes et seniors, des jeunes du RCT qui pointent le bout de leur nez. Alors là, la question elle va plutôt aller à Olivier, Manu et Martial parce qu'ils sont partie prenante, mais globalement les jeunes formés au niveau élite, donc on parle bien de l'aspect formation dont on a évoqué ce soir, est-ce qu'ils peuvent prétendre au niveau pro à l'issue de cette formation? C'est un grand oui en fait. C'est un oui, et bien sûr, il y en a qui arrivent, donc bien sûr qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent à passer par la formation et à sortir pro. Enfin, nous, au RCT, la moyenne, le bilan, c'est à peu près entre 3 et 6 par an. Donc ça veut dire qu'ils nous y arrivent. Après, ils ne sortent pas tous au RCT. Des fois, au RCT, c'est un peu barré, ils vont jouer en Pro D2 ou dans d'autres clubs top 14, mais malgré ça, on arrive à former des jeunes qui passent pro en fin de formation. Ouais, là, rapidement, si on va les nommer, mais on a Johan Cotin, 98, avec les Deveau, Lachaud, Horry, Smiley, Moretti. Ça, on ne parle pas de Carbo et de Carbonel et de Jean-Baptiste Gros. Il y a Van Verwerck, pardon, c'est difficile à dire. Mais si on remonte encore quelques années avant, on a Ribadj, on a Fresia. Donc on retrouve des jeunes pépites. Après j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment en tout cas que les clubs pro font de plus en plus d'efforts, que ce soit sur le plan de structure, des centres de formation. On le voit au Racing, on le voit à Clermont, on le voit à La Rochelle, on va le voir à Toulon aussi. Donc ça veut dire que les clubs, les présidents, les entraîneurs vont vers la formation quand même maintenant. Un peu plus que peut-être qu'il y a 4-5 ans en arrière, où c'était des équipes qui étaient montées par des étrangers, beaucoup d'étrangers, et un peu moins de joueurs issus de la formation française. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu une idée, c'est un peu une globalité, et j'ai le sentiment que les clubs pro font de plus en plus d'efforts pour faire jouer leurs joueurs et mettre de plus en plus de moyens. Ouais, je pense que financièrement, ça devient plus intéressant. Financièrement, c'est plus intéressant, et puis je pense que sur le plan identitaire, c'est intéressant aussi. Un jeune joueur qui joue. Il y a cette notion d'identité qui est hyper importante. Qui joue à Toulon, qui joue depuis les minimes à Toulon. On le voit, quand ils rentrent, pour la plupart, ils sont performants. Alors il faut qu'ils soient un peu encadrés, il faut qu'ils soient un peu aidés, bien sûr, par des joueurs cadres. Mais on n'a jamais vu de jeunes passer à travers. Lorsqu'ils ont leur chance, ils la prennent et globalement ils sont performants. Donc, on a le sentiment qu'il y a un vrai changement de mentalité des clubs. Alors de mettre un peu les jeunes, alors c'est dans l'air du temps, peut-être que c'est un problème. C'est pas que financier, je pense que aussi il y a une prise de. Non, parce que la formation c'est un coût. Bien sûr, non, mais après c'est un coût après c'est un coût qui doit rapporter aussi au club. Voilà. Et il y a des règles qui ont été mises en place dernièrement qui vont dans ce sens, c'est-à-dire que le club qui va former, forcément il récupérera complètement. Donc et ça c'est une très bonne mesure. Après c'est aussi une prise de conscience aussi. Tout à l'heure on parlait des étrangers. Alors les étrangers il ne faut pas le voir non plus comme étant que du négatif. C'est-à-dire qu'un jeune qui va jouer avec Matt Guito, qui va jouer avec Johnny Wilkinson, oui, non, mais quand je parle d'étrangers, je parle pas de cela. L'idée, c'est que ces jeunes ils puissent jouer avec des joueurs de ce niveau et qu'il n'y en ait pas non plus qui vont si tu as un Wilkinson et un Guito. Bien sûr, bien sûr. En Fédéral 1, tu n'as pas de Wilkinson et tu n'as pas de Guito. On est d'accord. Après, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur les jeunes qui sont sortis à Toulon, moi je regardais hier, par rapport, comme je savais que je venais un peu, c'est bien des fois de prendre du recul. Moi depuis que je suis au centre de formation, je disais tout à l'heure, on a plus de 100 jeunes qui ont joué en pro. Pas uniquement à Toulon, mais dans les clubs autour. Aujourd'hui, il y en a 45 qui jouent en top 14. Il y en a une vingtaine qui sont en Pro D2. Je ne parle même pas dans Fédéral 1, parce que tout à l'heure on parlait de la Fédéral 1, mais on dit non de la Fédéral 1. Et c'est là où ces jeunes, il faut qu'ils aillent matcher. Parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui vont passer par la Fédéral 1 d'un bon niveau, où il faut qu'on arrive à trouver une compétition qui est à la fois en voie du jeu, mais soit aussi dure dans le combat. Alors qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que
Et c'est un peu vrai que la Fédérale 1, c'est plutôt un jeu rude, un peu. Et puis que les espoirs, c'est plutôt un jeu en volée. Alors que l'idée, dans la formation, il faut les deux. Complètement. Et c'est vrai que si demain on arrive à avoir une compétition d'un bon niveau qui nous permette à ces jeunes d'aller matcher un petit peu, d'aller matcher, d'aller voir un peu ce que c'est que la rudesse un petit peu. On va voir aussi ceux qui sont capables de franchir. Et ça peut être aussi la possibilité de les faire évoluer, de les faire avancer. Donc c'est certainement qu'on a de un, c'est très formateur, et de deux, tout à l'heure on parlait d'épanouissement personnel. Effectivement, ça participe à leur épanouissement personnel d'aller se frotter et de voir après, il y a le côté aussi, leur vrai niveau. Il y a le côté aussi, nous on joue à Toulon, il y a quand même énormément de minots qui sont issus de la région. Donc, ce côté identitaire, jouer à Mayol, c'est hyper important. Mais ça l'a toujours été. Bien sûr. Ça l'a toujours été. Il y a une vraie prise de conscience des coachs, moi je pense. Je rejoins aussi Olivier, Urios il a balancé des jeunes, Patrice le fait aussi. Et je pense que chaque club aujourd'hui n'hésite plus à qualité égale d'envoyer un jeune, chose qui n'était pas faite, comme il dit Manu, il y a 4-5 ans en arrière. Il y a 4-5 ans en arrière, franchement, à qualité égale, c'était compliqué. Pardon ? Non, pardon. Je crois que le titre de champion du monde des moins de 20, le premier, a fait énormément de bien, a décomplexé aussi bien les clubs que les jeunes pour se prouver que la formation française les rendait capables de jouer. Les jeunes, ils ont besoin de jouer. Ils ont besoin de jouer. Ils sont en fin de formation, mais ce pas des joueurs finis, donc ils ont besoin de matcher, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de se confronter. À partir du moment où ils se confrontent, on voit qu'ils ont le niveau. Et on voit aussi qu'il y a certains postes où on était en carence en France. On prend le poste de 9 il y a 4-5 ans, on était en carence. Aujourd'hui, il y en a 5-6 qui peuvent jouer en équipe de France. 10. Au poste de 10, on est en carence. Aujourd'hui, il y en a 3-4 qui peuvent jouer en équipe de France. Au poste de 8, comme ça, on commence à avoir des joueurs émergés. Enfin voilà, en pied droit aussi. Donc tout ça fait que maintenant, j'ai le sentiment qu'il y a une vraie cohérence entre les clubs et la fédération. Parce que si ces jeunes sont bons en club, automatiquement, ils joueront en équipe de France, ils alimenteront l'équipe de France. Et on voit aujourd'hui que l'équipe de France, elle tourne bien, aussi grâce à ces jeunes. Il y a les joueurs cadres, bien sûr, mais il y a aussi ces jeunes qui apportent leur enthousiasme, leur envie et leur énergie. Ouais, il faut prendre conscience que jouer en top 14 à 19 ans, c'est possible, mais être en concurrence à 19 ans avec un international confirmé de 30 ans, c'est là où il faut que ce soit un choix de tout le monde, de faire jouer le gamin de 19 ans. Il ne peut pas être au même niveau à 19 ans qu'un international confirmé qu'à 30 ans. Par contre, il risque de le rendre en 1000 pour le club sur une paire d'années. S'il joue, il faut lui ouvrir la porte. Mais là, si tu te retrouves devant une Wilkinson, tu sais très bien que tu n'as jamais joué. C'était barré. Moi, je rejoins aussi ce que je disais à peine. Si en plus on ose et en plus on crée vraiment un SAS avec une division supplémentaire et que je te rejoins, qu'on enlève un petit peu des étrangers et qu'on limite, aujourd'hui le rugby français ne peut pas être en péril, c'est pas possible. Mais pour ça, il ne faut pas qu'il y ait au bout un champion. Il faut qu'il y ait une poule de formation. Tout à fait. Parce que moi j'ai vu des je vois là pour des deux là, je vois des bons petits piliers là. Et moi ça ne m'énerve pas parce que je m'en fous. Bon, c'est pas que je m'en fous, mais bon, c'est pas la même époque, c'est pas le même rugby. Mais moi je suis content quand je vois je suis allé en Argentine voir l'équipe. Je me suis régalé, je voyais les jeunes français là, même je me suis régalé, petits gros, enfin vraiment en plus c'est les mecs d'ici quoi, mais même d'autres clubs, Rangers-Assis contre Grenoble, c'était la guerre. Mais le Milo m'a fait plaisir, c'est vrai, enfin c'est vrai, mais parce que cette poule que tu fais, cette compétition, tous les présidents ils veulent avoir un titre. Bien sûr. Alors ils ont des étrangers, les Fidjiens, les Georgiens, les Argentins, putain, prenez les minots, faites-moi une compétition, tu as bien raison, où on forme des jeunes qui sont compétitifs. Ce que font les grands clubs. La preuve de Toulon avec ces jeunes, avec du Racing, je crois qu'on m'a dit que celui du Stade français, là, le gaucher, là, c'est un jeune de 20 ans aussi qui faisait partie de l'équipe il y a 2 ans. Là. C'est beau, quoi. Voilà. Il faut arriver à ça, tu as raison. Surtout qu'en plus, il y a des trajectoires qui nous montrent qu'il y a des gens qui ont besoin de maturité différente. On prend Boutier aujourd'hui qui est passé quand même. Il est mort. Part de la Fédérale 1. C'est petit-fils. Voilà, qui est allé à Vannes et qui derrière va à Montpellier. Aujourd'hui, il est 15 de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, il y a des trajectoires différentes. Donc donnons la chance à tout le monde de pouvoir se confronter et d'être amené à un bon niveau par des éducateurs qui prennent le temps
de faire avancer nos jeunes. Il était à Vannes, ce jeune. Le parcours atypique, purée. le Il était à parcours Vannes atypique, il était. Oui. Et Jean-Pierre Darnaud va dire que c'est grâce à lui. Le parcours atypique du joueur est important aussi. Hein. Pas tout le monde passe dans les mains de la Fédé, pas tout le monde. Ouais, tout à Et fait. on voit que des fois il y a des trajectoires Il y a un des peu progrès. différentes, Il y a des progrès. mais on y arrive quand même, quoi. Donc c'est Il faut important faire aussi, ce quoi. truc. Très bien. Donc en fait, Allez. autour de la table, on n'a quasiment que du sportif et on s'aperçoit que il faut que nos gouvernances décident bien comme il faut pour que C'est qui, on nos a gouvernances on a tout en France Après- pour pouvoir après, avoir je des super Je joueurs. pense qu'ils ont pris la mesure. Ça fait quelques années. Clairement. Mais la différence, c'est que tout à l'heure on parlait d'amateurs et de professionnels. C'est qu'à partir du moment où tu rentres dans un milieu professionnel, il y a des règles du travail. C'est-à-dire que le joueur est salarié et donc tu as des règles que tu ne peux pas déroger. C'est la règle du travail. Donc à partir de là, tu peux avoir des étrangers. Donc c'est des mentalités à changer. Parce que les règlements. C'est-à-dire que Non, ce sont des choix, des Non, choix mais- des mais présidents. oui, mais après, Est-ce que la l'entraîneur, Fédé, bien est-ce que la Fédé ne Parce peut pas qu'après, tu peux limiter pas- des joueurs professionnels sur une feuille de match? Tu peux- Est-ce que c'est possible ou Non, pas? c'est pas le du droit du ressort travail. de la Ligue, ça. Ou de c'est la le droit Ligue? du travail. C'est le truc de Bosman. Donc vous voyez que j'avais pas tort, on en revient à la gouvernance. Ça, c'est le droit du travail. T'es C'est la soumis au réalité travail. Bosman. Voilà. Mais Donc ouais, c'est mais pour ça après- qu'il y a- c'est pour ça qu'il y a les règles sur les gifs, les joueurs issus de la formation. Mais ça c'est pareil, parce qu'après il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une autre dérive, c'est-à-dire Ouais. on va prendre le Fidji, on ne le prendra plus à 30 ans ou à Ouais. 28, on va le Ferrand, prendre- ils ont fait on va l'école de le prendre à rugby au 16. Fidji, C'est ce pareil. qu'il faut à Montferrand. Ouais. Partout, il y a Oui, pas- mais et- à contrario à Toulon, ils l'ont pas fait. Non, c'est bien. Donc c'est Ah, mais nous, l'institution ou le club qui Oui. doit, à un moment Exactement. donné, Et quand je apporter- C'est ça. Et quand je parlais de gouvernance, je parlais pas uniquement de gouvernance Tout à fait. fédérale, je parlais Ah, non, aussi non, mais- de gouvernance Club, au Mais c'est sein d'abord du les clubs. Tu as C'est raison. d'abord les Bien clubs. sûr. D'abord les Après, présidents. Martial, à Toulon, on l'a fait aussi. Tous les Oui, clubs, tous les mais centres de pas formation, autant tous les qu'à- clubs- pas les centres de autant qu'à formation Clermont, ont quand même. leurs Fidjiens, leurs Géorgiens, leurs Sudaf. Donc voilà, après, Ouais, mais mais- ça, il faut l'arrêter. mais ça. mais le problème, c'est que c'est des règlements après de. C'est dans une le volonté. droit du travail, c'est une donc là, volonté c'est des- après- ouais, mais après, c'est une volonté du président, des Non, entraîneurs. là, ça va très évolué. Je crois que c'est en train de changer. ouais. Oui, Ouais. oui, oui. Moi je pense que si on veut vraiment, on peut, quoi. Soit si on veut avoir Ça, moi j'aimerais bien le noter comme ça. mot de la fin, ça, parce que si on veut, on peut, c'est typiquement prosperesque. Vous le connaissez aussi bien que moi, parce que c'est vraiment clair et net. Et Manu est d'accord, hein. Hein Manu est d'accord. Oui, Manu aussi, il est complètement d'accord, mais il a raison. Et Thierry avait raison, et C'est une question de volonté. Martial avait raison. C'est une question de volonté, Tout le une monde question a raison. d'objectif. Ouais, mais c'est une volonté d'abord des Eh bien, si présidents. on est tous d'accord autour de la table, c'est très bien. Tu es Moi, consensuel ce tout à soir. l'heure, on a parlé d'état d'esprit. Pour finir sur la formation, j'aimerais toucher aussi un peu l'affect, parce que dans le rugby, il y a l'état d'esprit, mais il y a aussi un peu l'affect. Et là, on a la chance d'avoir trois heureux papas, puisque l'année dernière, sur la feuille de match, il y avait Hugo Prospero, il y avait Johan Cotin, et il y avait William Baudon. Ça fait des beaux souvenirs pour les papas, non? De voir leurs enfants partager un bouclier avec une équipe qui était super intéressante à voir, où on voyait qu'ils prenaient du plaisir sur le terrain. Ouais, après on a une génération, bon, pour les avoir eu à l'école de rugby et suivre un petit peu après, on a une génération quand même, là ils ont eu la chance aussi de vivre des moments, tout à l'heure on parlait d'état d'esprit, mais c'est aussi facile de se construire dans la façon dont ils se sont construits. La génération autour de Carbonel, après ils ont eu des renforts, mais ils ont une génération, ils ont tout gagné presque. Je crois qu'ils sont 3 titres. Ils ont Quatre fois champion de France. Ils sont 4 fois champions de France. Donc voilà, c'est une génération après. Proté, une Et génération eux, protée. ils sont ensemble depuis l'école de rugby, depuis qu'ils ont 7 ou 8 ans, ils jouent ensemble. Donc, alors après, voilà, ça amène aussi des affinités. Alors c'est sûr que pour nous, c'est un régal parce qu'on les a vu grandir ensemble, ils jouent ensemble depuis qu'ils sont tout petits. Et il y a une espèce d'émulation autour de ce groupe. Voilà, la dynamique aussi du club, elle est aussi des fois due à ces générations. On en a eu d'autres par le passé. Mais voilà, après, ça amène un élan, comme peut-être d'autres anciens l'avaient connu à d'autres époques. Voilà, c'est aussi, à mon avis, c'est ce côté à la fois culturel, mais aussi voilà, de reconnaissance de l'école de rugby. Ils viennent de l'école de rugby, la plupart, ils jouaient ensemble, ils avaient 7 ans. Quoi. Donc Carbonel, nos enfants, et ça c'est super appréciable de dire, tu leur montres des photos, la dernière fois je regardais une photo à la maison, ils ont 7 ans ou ils ont 8 ans. Donc, et quand tu les vois maintenant qui arrivent à porter des fois à s'entraîner avec les pros, ou être champion en espoir ou même jouer avec les pros, voilà, nous en tant qu'éducateurs, je veux dire, le travail il a été intéressant. Quoi. Donc sur ce Et on parcours, remercie tous les éducateurs. sur ce parcours de 7-8 ans qui se finit comme ça prouve bien que la formation du RCT, elle est en bonne santé. Hein Thierry et Manu. Je voudrais revenir là-dessus. Parce que Martial en parlait tout à l'heure en disant que Patrice jouait le jeu. C'est vrai que par rapport à cette fameuse génération, on a vu la saison dernière, hein, tu en parlais tout à l'heure Manu, quand on a démarré l'émission. Entre les résultats cette année et les résultats de l'année dernière, il y a quand même une différence. L'année dernière, c'était un peu compliqué. Mais ce qu'on a vu, c'est effectivement que Patrice a peut-être aussi travaillé
à préparer la saison à venir parce qu'on a vu pas mal de cette génération et pas mal de jeunes commencer à intégrer le groupe l'année dernière. On a vu beaucoup d'apparitions de jeunes sur la saison dernière, quoi. Après, où c'est délicat, c'est que tu peux pas. Il faut aussi être clairvoyant, c'est-à-dire tu peux pas dire voilà, on a une génération, ils ont 19 ans, on les met tous et puis allez au feu. Ça se prépare. Voilà, donc ça veut dire que ça se prépare. Il y en a certains qui vont passer le cap, d'autres qui vont peut-être mettre un peu plus de temps. Donc ça, c'est aussi hyper important de les accompagner, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas les griller, de les accompagner au mieux. C'est aussi pour ça. Après, quand on veut, on peut. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Après, malgré la génération exceptionnelle, on sait très bien qu'il y en a qui n'arriveront pas. Il y en a qui n'arriveront pas. Malgré que ce soit une génération qui est vraiment intéressante, qui a gagné 4 titres, qui joue un rugby, qui joue un bon rugby, qui étaient des vrais collègues, quoi. Ce qu'il y avait de bien, c'est que dans cette génération, ils jouaient un rugby spontané, de joie, ils avaient envie d'être ensemble, et peut-être ces choses qu'on retrouve moins après dans le monde pro. Eux, ils étaient vraiment, ils avaient de l'enthousiasme, la jeunesse, et quand ils se retrouvaient, ils prenaient plaisir à jouer ensemble, quoi. Après, le rôle d'éducateur, notre rôle à nous, c'est, on sait très bien, dans une génération, il y en a peut-être, une bonne génération, il y en a 7 ou 8 qui vont arriver à être pros, mais notre objectif à nous, c'est de les amener vers leur plus haut niveau, et après qu'ils s'épanouissent. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être 4 qui vont jouer en top 14, il y en a d'autres qui iront en Pro D2, puis il y en a qui vont continuer à aller matcher en Fédéral 1, en Fédéral 2, et le tout, c'est qu'ils continuent. C'est pas ce qui se régale. Exactement, j'aime cette notion d'épanouissement personnel que tu évoques, parce qu'au final, le but, c'est de fabriquer des hommes heureux. Exactement. Allez, très bien. J'imagine que pour vous, c'est une fierté de voir le petit Carbo, de voir le Jean-Baptiste Gros porter haut et fier les couleurs de l'équipe de France. C'est un peu mieux que son père, là. Le petit Louis. Il est plus à droite des pieds. Il est plus à droite des pieds. Allez, franchement, oui. Très bien. On en avait plein encore de questions sur la formation, mais ça fait plus d'une heure. Et on a le boss là-bas qui va commencer à nous tirer les oreilles. Mais bon, on est équipé aujourd'hui. Si je veux nous tirer les oreilles, il va falloir que tu sois solide. On vous avait dit, bien sûr, que ça passait vite et puis quand on est sur des sujets passionnants. Bon, peut-être avant de passer au côté ludique, une dernière question au directeur du centre de formation et au conseiller technique de la Ligue. T'as vu, je ne me suis pas trompé. Une dernière question pour faire justement progresser encore cette stratégie de formation. J'imagine qu'il y a des axes d'amélioration, comme on a parlé un petit peu, mais qu'est-ce que vous allez faire de plus dans le scolaire? Parce que certainement que la perte de licenciés, mais il va falloir les récupérer de plus en plus jeunes, les jeunes, et en passant par le scolaire. Et moi, quelque chose qui me touche à cœur, alors moins dans les clubs comme Toulon, parce que effectivement, on voit que le niveau des éducateurs il est au top. Mais est-ce que la Ligue elle n'a pas un rôle primordial à jouer dans la formation des éducateurs? Alors la jeunesse par le scolaire, la formation des éducateurs, est-ce que ce n'est pas des axes d'amélioration qui vont permettre au rugby de monter d'un cran encore plus? Complètement. Tu as presque tout dit, Yvan, je vais aller dans la disant ça. Moi, je crois. Voilà. Vous cherchez quelqu'un On va créer un poste. Non, plus sérieusement, il y a une vraie volonté de la fédération d'aider les clubs à s'impliquer et à réussir les passerelles avec le milieu scolaire et à réussir une bonne formation des éducateurs. C'est primordial. Un joueur professionnel, il vient de l'un des 1800 clubs en France, pas uniquement des clubs des clubs d'élite, hein, donc ça c'est une vraie réalité et je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté d'aider les clubs à travailler. Il y a le dispositif des conseillers techniques qui est mis en place depuis pas très longtemps, dont le job, les conseillers techniques de club, dont le job va être d'être le plus disponible possible pour être en proximité avec un nombre de clubs défini. Donc ça c'est aussi une avancée qui va permettre d'aider les clubs à construire leurs projets autour de ces deux axes que tu mentionnais. Eh ben super. Après, il y a un des axes aussi qui est hyper important, c'est de retourner à l'école. Parce qu'on l'avait un petit peu perdu, quoi. Il y a beaucoup moins de minots qui jouaient au rugby dans les écoles. Et dernièrement, ça s'est fait sentir parce qu'il faut bien commencer un jour. Pour aller dans les écoles sur Toulon, le petit, dans une classe, il y a toujours un ou deux petits, tu vas repérer, tu vas dire, tiens, mais tu fais quoi mercredi? Tu veux pas essayer? Puis hop, ça y est, c'est parti, tu l'as accompagné. Et ça c'est des choses qu'on avait un petit peu perdues, qui sont en train de se remettre en place. Effectivement, c'est prioritaire. On avait dit qu'il allait y avoir de la compétence. On en a eu, on s'est régalé, messieurs. Un très beau débat sur la formation. C'est pas tous les jours qu'on met la formation à l'honneur. On l'a fait. Merci avec des gens compétents. C'était très agréable. On passe à une partie plus ludique. Ah ouais. Peut-être plus ludique, mais peut-être on a un peu rigolé, mais non. Peut-être un peu rugueuse. On va passer au quiz rugueux.
Non Mais Rugueux, je me méfie toujours avec toi parce que toi, t'avais tendance à envoyer les autres. Non, mais ouais, bon, ça c'est normal, hein, je te dis. Hein. Et quand tu joues sur le poste que tu joues, Et puis surtout quand tu fais 60 kilos, ouais, le mec de 120 kilos qu'il y a, il y a déménagé. Ouais. nous, on a connu Puis- quelques-uns et puis les pianos, c'est lourd, hein. qui étaient petits et qui. Allez, moi ce que je te propose, en fait les équipes elles sont trouvées. Voilà. Il y a Thierry qui est avec Manu qui partagent, chacun va être dans une équipe différente. Ouais. Manu, si tu perds c'est pas grave, il y a pas de. T'es sûr? Voilà, non, il y a pas de. T'es pas éliminé, t'as rien du tout, t'as pas besoin de t'énerver. Ah, Donc on va avoir leurs deux assistants qui sont S'il perd, Pierre il et mange, Olivier. il mange ou il mange pas On s'il en fait, perd. nous. Qui sont Moi, j'ai même. Pierre et Olivier seront avec Thierry. Donc on te met de la compétence, c'est impossible de perdre là. il est merveilleux. Et on va mettre Manu, pour embrouiller tout le monde, on va mettre Manu avec Manu D'accord. et avec Martial. Donc ok. Donc les points, je sais pas qui c'est qui va les compter parce que moi je ne pourrais pas arbitre. Je les compte, moi. Et Je vais essayer de compter. Par contre, l'arbitre fait partie du jeu. J'ai droit à l'erreur. Hein. bon, on a changé. D'habitude, c'est moins axé sur quelque chose. Là, on a essayé de faire un quiz qu'on a appelé quiz rugueux. Bon, alors, Sur les on va- sautés. Ouais, sur les Chisteras, sur les trucs comme ça. Alors on n'a pas, franchement, on va en oublier plein. Hein. On a voulu mettre les guerriers à l'honneur. Il va falloir choisir, il va falloir découvrir qui est le qui on joueur, parle. le guerrier de qui on parle. On en a oublié plein parce que le rugby est plein à enfanter tellement de guerriers qu'on ne pourra pas tous les mettre à l'honneur. Ils Écoute, étaient nombreux. Tu sais je te propose de commencer. Tu sais que tous les joueurs de rugby sont des guerriers. Exactement. À partir du moment où tu Combat. rentres sur un terrain, Exactement. tu es obligé d'être un guerrier. Exactement. Après, il y a ceux qui partent et ceux qui Voilà. restent. Après, il y a des guerriers avec 2 airs et des guerriers qui prennent l'air. On va faire un courant. Ouais. Allez. Si tu vas prendre courant, ça va. On va commencer avec des guerriers avec 2 airs. Et notamment un qui prenait pas trop l'air, lui, justement. Et Elle est pas mal celle-là. je vous demande de me citer son nom. Le premier qui trouve, bien entendu, fait marquer le point à son équipe. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est un joueur qui jouait première ligne. Il s'était fabriqué un joug personnel pour se renforcer le coup. Et il disait d'ailleurs que c'était la base et qu'un joug, c'est bête, si vous voulez le faire avancer, il faut le pousser. Vacrin. Eh non, c'est pas Vacrin. Pas Il y a même bêtises. un certain pilier, un certain Pascal Ondars qui disait il fallait se le coltiner. La ruche. Ah. La ruche. Venu là-bas chez William Baudon en premier. Donc c'est Manu qui marque le point. Jean-Pierre Garrier, Non, c'est moi, dit le là. professeur. Ah oui, c'est Donc Thierry. c'est Ah ouais. Thierry Ah ouais, qui marque le ouais. premier Je me point. trompe. Fais pas les comptes, Yvan. Voilà. En fait, j'ai plus Allez, c'est peur pas moi. j'ai plus peur de gagner que de Thierry. Moi, je tiens le score, toi qui Ah, peux ça pas va. du score. Allez, vas-y. Bon, toi. allez, alors c'est une 3e ligne. 1m88, étranger, avec 10 sélections. Il est né en 63. Donc, Quelle ville? Non, il était non, grand, non. mais- Il jouait pas à Toulon. Il a fait qu'un seul club de 86 à 2002. Donc, et c'était pas Toulon. Il a été champion de France. Là, on va faire au mémoire là. Champion de France groupe B en 89 et champion de France groupe A en 93 contre le Grenoble, le gros Grenoble avec les Mandic, les Cacala, tout ça là. Et selon son homonyme, c'était un joueur pénible. Diaz. C'est Diaz, José Diaz. José. Je crois que tu en parlais dans la vidéo de gueule, gueule du rugby. Tu l'as pas nommé. C'est qu'il y avait quelque chose entre vous, une histoire d'amour. Non, non, mais je ne l'ai pas connu, moi, en fait, en tant que Moi, joueur. j'ai un souvenir d'une confrontation entre Diaz et Tao, et le père des Tao Fifénois, et c'était extraordinaire les deux. Il y en a pas un qui voulait C'était pas baisser un la huit, tête. C'était comme la barbichette, le dernier qui. C'était pas un 8, ce tournoi là. Troisième ligne, hein. J'ai dit troisième ligne, j'ai Ah, pas dit ça va. troisième ligne, c'est troisième ligne alors. C'est moi qui vous ai induit en erreur. Tout à fait, avec Melville, tu nous as embrouillé. Allez, à toi. On poursuit. Il est 62 comme moi. Ah ouais, 63, bon. Diaz, ouais. Allez, on Il va poursuit. arriver, il va arriver. On va en chercher un autre des guerriers. On remonte encore un peu dans le temps. Né le 27 février 42 à l'île Jourdain. Seconde ligne. 1m91. Il a joué à Toulouse. Il a joué à Valence. 35 sélections en équipe de France. C'est Esther. C'est Eh, Esther. voilà. Hop, Alors, il y a il a Pierrot entendu là, il y a il a Pierrot entendu Française chez qui Manu est dans avant. l'assemblée qui disait depuis C'est alors sûr. c'est Esther, Je c'est l'ai Esther. entendu chez Manu. Pierrot, je t'avais dit que tu souffles pas parce que bientôt on va nous parler de son Allez. cousin de Montadi. 2-1, le point va à l'équipe Manu Diaz. Allez, moi j'en ai un, c'est l'image d'Épinal du guerrier du Sud-Ouest. Tout le monde pense à lui quand on parle du guerrier du Sud-Ouest. C'est en 3 syllabes. Et ces 3 syllabes, on s'en rappelle toute sa vie quand on l'a croisé une fois sur un terrain. Lansama. Troisième ligne. Lansama. Troisième ligne. Champion de France, deuxième division 80. Groupe B en 83 2 à contre 2. le PUC. Avec Ajetmo. Juge-le. On l'a joué, nous. Il jouait à Air sur Adour quand on l'a joué Manu. Et bon, voilà. Mais c'est très bien. Je vois que votre connaissance rugbyistique vous met à l'honneur, messieurs.
Allez, on poursuit cette fois, on rentre. J'en ai encore un si tu veux. Quand on parle des guerriers, j'en ai encore un. Allez, vas-y, il est vas-y. monstrueux lui. Et il est né en 45, monstrueux. 1m93, pilier gauche. Cholet. Ou seconde ligne. Cholet, Exactement. non, j'y avant. Gérard Cholet. Gérard Cholet. Tu me gênais, tu vas me dire c'est qui Mais moi j'étais bien. Moi je veux dire, c'est comme au toucher, Manu à chaque fois il gagne. Au toucher tu gagnes à chaque fois. 3 partout. Est-ce que vous saviez, messieurs, qu'il avait été chevalier de la Légion d'honneur? Comment? Nommé chevalier de la Légion d'honneur, Gérard Cholet. Ben c'est bien. Et ancien boxeur. C'est ça. D'où son joli geste contre le second de ligne écossais. C'est ça. Tout comme la Garuche, chevalier de la Légion d'honneur aussi en 2003. Mais C'était bon, un client, on a déjà tu l'as vu. joué toi, Cholet? Non. Non. Trop vieux pour toi. Garuche. Ouais. D'accord. Non, mais ouais, Garuche, ouais, oui, mais pas Cholet. Ouais, on n'est pas joué. Allez. Allez, on poursuit. Talonneur cette fois. Né en 57. 50 sélections en équipe de France entre 60. Ah, je vois que Ça va vite. ils ont révisé les mecs, tu sais, Ça c'est un va peu vite, comme l'émission de Nagui là. Ils ont passé leurs vacances à réviser les noms, ils savaient qu'ils allaient venir Je ne veux pas se mettre la pression, mais il y a eu un coup d'accélérateur. Ça fait 4 ans. Alors là, les Toulonnais, c'est impossible que vous ne trouviez pas. 1m88. Encore? Ouais, je dis pas l'âge, parce que je dis pas la date de naissance, je la dirai à la fin. Deuxième ligne ou troisième ligne? 2 finales perdues. 22 sélections en équipe de France. Orso. Capitaine homérique d'une de ces finales perdues. Herrero. André. C'est André Herrero, exactement, surnommé le Grand Dédé, qui a fait toute sa carrière à Toulon, puis à Nice lors du cataclysme. Entraîneur du RCT de 79 à 81, donc ça forcément il t'a entraîné. Puis de 82-83, puis président l'année du titre 92. Un grand monsieur. C'est ça. Un très grand monsieur. Que le frère à Bernard et le frère à Daniel. Daniel. Et en même temps le beau-frère à Covy. À Covy. À Monsieur Drop. Donc ça fait. C'est en Guyane. Il y a du sang rouge et noir qui coule là dans la famille. C'est Covy. Il est détaché en Guyane. Ouais. D'accord. Comme toi. C'est ça, ouais. Et une grosse pensée à ce guerrier valeureux. Je t'ai vu ce matin, moi. Et ben voilà, et ben tu vois, la question était On a fait un d'actualité. reportage pour. Je leur dis pas que c'est toi qui Ouais. m'as téléphoné de me poser la question. Hein, mais bon, non. C'est pas moi qui ai répondu, En tout cas, on constate que Manu il a révisé. hein, il est à jour Ouais, sur mais ses sûr, fiches. ma foi, il a eu au téléphone juste avant. Manu, à sa formation, lui, il lit les bouquins de rugby. Il t'a appelé. Il t'a appelé, ouais. On poursuit. Quel escroc. Un joueur né en novembre 65, 1m98, 30 sélections en équipe de France entre 93 et 97. Le Verger. Vainqueur du Grand Chelem en 97. C'est Sillon. Si je vous donne le surnom, vous allez trouver de suite. Il est né à Chamalières, il a joué à Clermont, putain, Vichy, le deuxième Grenoble, ligne. Carbone, Aurillac. Hop. Merde, Olivier. Merde. Et on voit que t'as joué. Moi, Bien, Olivier. il m'a semblé entendre Olivier en première. Tu valides? C'est lui. Moi, je ne touche pas, moi. Toujours d'accord avec Manu. Alors, un avec Allez, on y va. un qui va donner d'excellents souvenirs à Thierry et Manu. 1m91, deuxième ligne. Un Jurassien, Lons-le-Saunier, Mérignac, puis pas trop loin après de Mérignac. Champion de France en 91 avec les Rapetou. 11 sélections France B. A participé. Bertosa. C'est Bertosa. C'est André Bertosa qui est né en 64 et qui vous laisse. C'est les tâches, Bertosa. Dédé. Moi, je serais du tout, je ne jouais pas, moi. C'est pour qui, là? J'ai le haine. Je savais que ça allait te faire plaisir que je parle de Bertosa. Mais c'est un bon joueur. Super bon, super. C'est un bon super joueur. C'est un bon joueur, ça. Un mec qui s'en levait pas. Ça, c'est et qui a bon, joué ouais. KO C'est toute vrai. la deuxième mi-temps hein, ce jour-là, hein, le fameux match de mai 91. C'est pour qui là le point? Bah, moi je le sais pas, je compte pas. moi. C'est Manu, hein. c'est Manu. 6-3, pardon. C'est Manu. 6-3, confirme. En plus d'être banquier, il est On en va en combien là On va en combien On va en tant qu'on veut en fait. On va en 10. En fait, quelque part, c'est nous qu'on choisit qui va gagner. Mais bon. Ah, Allez, on y va, ça on me plaît, poursuit. ça. J'ai un autre joueur, février 51, 26 sélections. Première sélection le 11 décembre 71 contre la Roumanie, à Béziers d'ailleurs. Il a été champion de France en 71, 72, 74. Armand Maquerin. Exactement. C'est arrivé vite à ma droite là. Je ne sais pas si c'est Manu Martial. Armand Vaquerin, effectivement, né à Sévrac-le-Château C'est vrai. et qui a joué Dans au l'Aveyron. Paris Olympique et à l'AS Béziers. Il faut savoir que sa première sélection contre la Roumanie, c'était à Béziers, justement. C'est ça. Oui, je vois les Ils étaient 7 ou 8 là, je crois, le Béziers. Pour ce match-là. Il en faut encore? Allez. On peut y aller. hein. Un qui est né en 64, que vous connaissez très bien aussi. Troisième ligne ou talonneur.
talonneur ou troisième ligne. Tordo. Jeff Tordo, Nice, Toulon, Bourgoin, On l'a appelé ce matin. qui finissent comme entraîneur à Bourgoin, 15 sélections en équipe de France, 6 fois capitaine, et quel capitaine, vainqueur du 5 Nations 93. Président, on parlait tout à l'heure d'état d'esprit et d'homme de valeur, président d'une magnifique association humanitaire qui œuvre à Madagascar, Pachamama, les piliers de la terre, un combattant et un vrai meneur d'hommes. C'était un plaisir d'être avec lui, à côté de lui, dans les dures batailles que vous avez livrées. Il était bien ce garçon. Bien ce garçon. Un peu la coiffure peut-être, bizarre. Allez, C'est ça qu'elle est pas. Voilà, c'est ce que tu m'as dit avant l'émission. On s'en fait 2 dernières et on boucle. Allez, on y va. J'en ai un autre, 33 sélections en équipe de France. Il est né en 54. Il a joué en équipe de France de 79 à 88. Il faisait 1m78 pour 95 kg. Il a été champion de France en 76, en 82 et en 88, sachant qu'en 82 et en 88, il était capitaine. Il a joué à Agen. C'est là. Il a entraîné l'équipe de... J'avais entendu là-bas. Daniel Dubroca. Mais t'as dit quoi comme observation? T'es trompé. 1m78, 95 kg. Ah ouais, j'ai pas entendu. Combat. Allez, on en a encore une paire. T'en as encore. Allez, C'est fait mieux que ça fallait que t'envoyais des saucés. on va en prendre un qui est né la même génération que nous, Olivier. 72, 1m88. C'est grand pour le pilier, mais il jouait pilier. D'accord. Il avait commencé 3e ligne d'ailleurs. Béziers, oui, c'est Cédric Soulette, Béziers, Toulouse, Clermont, et 13 sélections, 3 grands chelems, messieurs, 3 grands chelems, champion de France 2001, champion d'Europe 2003. Il n'a pas fait le discours. Et la fameuse, il a fait le discours avant le match contre l'Angleterre, et il a fait son action légendaire, c'est le coup de Cabestron dans la tête à Kronfeld, qui était celui qui devait nous faire perdre le quart de finale contre la Nouvelle-Zélande. Et est-ce qu'on peut appeler ça un chaos prémédité? Ça existe ça, Manu? Ouais. C'est un geste complètement maîtrisé? Pas que C'est un geste technique. C'est un geste technique. C'est comme ça que tu repères les joueurs de potentiel. C'est comme ça qu'il les recrute. Il faut pas le dire, mais il avait été missionné pour ça a priori. Et on l'embrasse, Cédric Soulette, Biterrois et sculpteur aussi, magnifique sculpteur. Il fait les coques, ouais. Magnifique. Alors, je vais rester dans ta continuité pour faire plaisir à Olivier, parce que j'ai compris qu'il fallait rester sur l'année 72. C'est la même génération. Et ils ont joué souvent l'un contre l'autre. Et avec 1m80, 105 kg. Il a gagné la Coupe d'Europe en 2001, champion de France en 94, 95, 96. Califano. Christian Califano. C'est Christian Califano. Né à Toulon. Tout à fait. Le score. Il y a 7 barres à 3 barres, c'est ça? Un drop à la fin. Et j'en ai un peu plus de... Mais Non, il y a 8 contre 4. Celle-là, on va toucher aux spécialistes. J'ai vu que les gens étaient compétents, donc on va monter d'un cran. Parce que là, on a affaire quand même au haut du panier. 1970, 2m01. Seconde ligne, obscur. Étranger. Champion du monde, je ne vous dis pas l'année parce que c'est trop facile. 39 fois capitaine. Puis sélectionneur. Plus grand palmarès européen en tant que joueur. Et je pense que tous autour de la table, on aurait aimé qu'il soit notre capitaine. Exactement. Ouais. Martin Osborne Johnson, nommé, je me retire là-dessus, s'il vous plaît, commandeur de l'Empire britannique. C'est ça. Ça amène à loin le rugby quand même. Magnifique. Chez eux, oui. Il est parti avec Lions. Capitaine des Lions aussi. Cette tournée des Lions en Afrique du Sud, elle est exceptionnelle. Et je pense que tous autour de la table, on aurait aimé l'avoir dans notre équipe. C'est un monsieur. On en reviendra à un autre monsieur que vous auriez aimé certainement jouer avec. On poursuit? Allez, vas-y. Allez, on continue. On avait dit les 2 dernières, mais en fait, on est bien. On est bien, entre guerriers, non? Pas nous, les fiches. Allez. On reste à peu près dans la même génération. Il n'est pas né en 72, il est né en 73, celui-là. 1m80, 100 kg, 40 sélections. Il a été capitaine de l'équipe de France, je précise. Il a gagné la Coupe d'Europe en 2007, mais il a été quand même champion d'Angleterre en 2010. Ibanez. Raphaël Ibanez, effectivement. C'est ici. Oui, je vais côté, j'ai bien vu. Allez, on va redescendre un peu dans les années précédentes. Tout à l'heure, c'est la même période que Dias, José Dias. 3e lignel, Carmo, Toulouse, Thierry Mazet. 3 fois champion de France, 85, 86, 89. 3e ligne, pénible, à la pointe du combat et pas aimé par les charnières. C'était le mec qui était emmerdant à jouer.
Ça- En ça général, se le resserre au troisième niveau ligne, du t'es score, jamais hein. aimé par les charnières, sinon ça va pas. Non, il y en a avec qui tu mets, il y en a que tu mets témoin, que Sinon, tu mets t'as- parrain de leur enfant. Sinon, t'as raté quelque chose. Hein. Si t'as le troisième ligne, que les t'aimes, les 9 et les 10 en face. Mais tu tiens mieux que ceux qui jouent avec toi. En fait. Oui, les tiens, oui. Voilà. mais les Ils tiens, sont là pour te protéger. Ça se resserre au niveau du C'est score. comme si Manu, les piliers, il aimait, tu vois. C'est Ouais. le même truc. Quoi. Allez, on va poursuivre avec un joueur étranger. Ah, c'est toi qui le fais celui-là. 85 C'est sélections. celui-là dont je vous parlais. Je pense que tous autour de la table, on aurait aimé jouer avec lui. Ah. Et l'attelage, seconde ligne, Martin Johnson avec lui, tu démontais tout le monde. Ça doit être Pas pas Bottard. C'est compris, rien que par le regard, c'est compris, Manu. Messieurs, je peux vous dire un truc, Manu Prospero connaît mes goûts. Voilà. Celui-là, il sait pas lire. T'es fichu, Oh je sais là. pas lire. Mais, Allez, une dernière. Fais-nous une dernière. Ah, une dernière, on va le faire avec le régional de l'étape. Parce que c'est pas mal quand même, il faut... 72, pareil, 1,82. Surnommé l'étalon polonais, ou plutôt le blond. Tinku. Talonneur. A joué plus de 100 matchs en top 16 ou top 14. Et quand je vais me faire tuer le prochain coup, je le vois. Et entre 96 et 2007 à l'USAP. Manu, tu as reconnu Cognac. Ouais, ouais. Michel Cognac, qu'on embrasse et on lui souhaite beaucoup de bonheur sur cette fin de saison avec Serré. On est persuadé que les Catalans se maintiendront parce qu'ils ont ça dans le sang de se battre. Il y avait qu'à voir à Perpignan ce week-end, c'est 200 000 Catalans, et on ne fait pas de politique, qui étaient là et qui chantaient ensemble pour être ensemble et lutter. Bon, c'était une prédiction, Oui. mais c'est une victoire sans appel de l'équipe de Manu Dias. 12-7. Ah, pas mal quand même. Ah ouais, on a cru quand même à la fin, mais les deux derniers. On s'est transformé contre Voilà. 2 essais dont on n'a pas transformé. Mais par contre, C'est attends, ça. et on va profiter quand même qui est tous les deux, parce que là on a dit ce qui nous semblait des guerriers. Mais quand tu vois la vidéo gueule de rugby, que tu les entends parler, il n'y avait pas que ceux qu'on a nommés. Je crois qu'à Lourdes, il y en avait quelques-uns qui étaient pas mal. Il y en avait à Grenoble, on n'en parle pas. On a vu des matchs de contre Grenoble qui étaient exceptionnels. De partout, il y en a eu, de Ouais. partout. Et si tu en avais deux à mettre qu'on n'a pas cité là, en plus, Manu, Thierry, De quoi? De joueurs? de mecs qui ont été durs pénibles. avec vous, des mecs qui jouent avec vous ou contre vous, des mecs qui ont été des guerriers à votre image. Quoi. Ouais, bon, il y en a eu un paquet. Enfin, après, c'est toujours pareil. Et tu veux pas te fâcher avec Alors, eux. non, je ne vais pas fâcher, mais alors, tout à l'heure, tu as parlé d'un gars, mais je n'étais pas à Toulon, c'est une sélection là. La première fois qu'ils avaient fait les sélections là, Sud-Est, tout ça, en finale à la Geng, on avait pris le Côte Basque, on avait pris 45 quand même. Mais il y avait un Saman qui jouait. Et nous, dans l'équipe, il y avait Richamp, il y avait Bertrand Gallon, Manuel, enfin, il y avait. Bertrand Gallon, le talonneur, le Ouais, frère à Jérôme. frère Jérôme. Il y avait Pierre-François qui jouait, il y avait Fessillon. Nous, c'était pas Belle équipe. Bon, équipe. J'avais Jean-Charles, mais derrière, ils avaient fait malheur. C'est là qu'ils avaient fait toute l'équipe de France. Après, ils avaient joué avec les Gisquet. Aqua, là. Non, les Aqua, d'accord. Bégu, L'Escarbois. Perrier, Belasquet. de Dax, Biarritz, ouais. Ouais. Et il y avait Lansaman qui avait été. Parce que moi, j'avais pas par rapport, il jouait derrière lui, quoi. Et Lansaman avait été d'une grosse vaillance. activité et vaillance. Ça. C'est vrai. C'était Et il y avait aussi celui qui est peu cher qui est décédé. Gilbert Brunat. Grenoble, Brunat. Exceptionnel. Ouais, Excellent. ouais. Et, en fait, ce joueur-là, à chaque fois qu'on a fait un quiz, on a posé une question. Moi, Lansaman, On à a posé Toulon, une question sur lui par rapport au respect qu'il mais est. quand même, ouais, Lansaman, parce que moi, Brunat, je joué, bon. Ben bon, il est décédé. Mais Lansaman, moi, à Toulon aussi, il est venu une fois et un joueur de chez nous avait été un peu violent sur un joueur à eux et il s'était intervenu. Et il m'avait dit, écoute, tu as fait quoi toi, Diaz? Mais tu as fait quoi, Diaz? C'est un joueur. C'était sur le cadavre. Et il avait été là. Donc, récemment, c'est vrai que. Soldat. Mais c'était pas un vis-à-vis. Parce que nous quand tu joues en première ligne, tu as des affrontements qui sont directs, donc automatiquement, tu es plus marqué par les gonzes qui te prennent la tête. Il y avait aussi, je me rappelle de Tissot. Et alors il était nommé, on n'a pas eu le temps, mais Tissot, effectivement, ouais. Eric Tissot, Eric, il était qui a eu une. Alors c'est fabuleux parce qu'Eric Tissot, tout à l'heure on parlait d'identité à un club. Et il a commencé à 6 ans à Nîmes et il a fait toute sa carrière à Nîmes. Il représente Nîmes. Après, c'est vrai qu'il est parti entraîner Bédaride, Tricastet, Montpellier. Là, il est revenu à Nîmes. Mais l'identité. Et alors, pour être dans le secret, ce matin, j'ai changé avec d'autres guerriers et le nom qui est ressorti très souvent, et on n'a pas eu le temps parce qu'autrement on l'aurait évoqué, c'était celui d'Eric Tissot. Parce que tous les mecs qui ont joué avec Eric Tissot, ils en parlent comme quelqu'un qui, avec qui il fallait être mieux avec lui que contre lui. Mais je suis très content que tu le fasses remarquer parce que je vois que vous avez des référentiels communs, les Toulonnais et les Limois. Très bien, écoute,
Je crois qu'on a fait le tour. On s'excuse d'ores et déjà au patron parce qu'on a un petit peu dépassé le timing, mais on était bien dans cette émission. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous, messieurs. On vous l'a dit, hein, l'émission elle passe vite, on a bien échangé. Nous en tout cas, Ça fait 1h30 qu'on est Yvan, tu confirmeras, mais on a été ravis de vous accueillir ce soir. Ravis de pouvoir échanger avec vous, d'avoir le zoom sur la formation. Hein. Encore une fois, merci Pierre, merci Olivier, merci Martial, merci Manu. Merci messieurs, les légendes comme Mathieu Delran que vous a appelé, Manu et Thierry. Mais je peux rajouter quelque chose. Oui. J'ai passé 2 ans extraordinaires ici, voilà, à Châteaurenard. Donc j'avais mon président, que j'ai connu au mariage d'un ami à moi à Béziers, Manu Brossillon en tant que joueur, Yvan Freitas. Et Claude Daguerre qui le suivait partout. J'ai un très bon souvenir de vous. Voilà. Mais ce fut 2 années partagées. Moi, je n'ai fait qu'une avec toi, parce que l'année d'après, je suis parti. Et on a passé des moments extraordinaires avec un homme extraordinaire, monsieur Dias. C'est parce que c'est vous qui m'avez rendu extraordinaire aussi. Et là, ça parlait technique. Hein. on a le record de points marqués, Pierrot. Contre Pamiers, parce qu'à l'époque, on faisait partie de presque d'élite, 105-0. Oui, et on a aussi le record de la plus longue marche arrière sur l'autoroute. J'en parlerai pas plus. Allez, on a remercié nos invités et on le fait de manière très chaleureuse. Merci encore une fois vraiment à vous et on a vraiment encore une fois, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que ce qu'on a passé avec vous. Comme vous avez pu le constater les amis, oui effectivement on avait quelques personnes dans le public, hein, en l'occurrence Claude Laguerre, Pierrot Frances et Marc Hichard qui sont venus profiter de notre très beau plateau ce soir. Et dans les remerciements, déjà on voulait aussi vous remercier vous, tout simplement tous ceux qui nous suivez, qui sont derrière nous émission après émission. N'hésitez pas encore une fois à continuer à liker, à partager, à identifier et à continuer de nous suivre. On se retrouvera nous le mois prochain, donc au mois d'avril, où on en profitera d'ailleurs Yvan pour faire un retour sur le tournoi. Parce que on a dimanche notre équipe de France qui se déplace en Écosse. On est encore la seule équipe en course pour le Grand Chelem, donc on va croiser les doigts et on espère qu'il n'y aura pas que le match se jouera. Mais j'espère que le match se jouera et j'espère qu'il n'y aura pas le coronavirus. Et je l'espère d'autant plus, en plus cette fois j'y vais, tu vois, donc j'ai pas envie de manquer ce match-là. Donc on va souhaiter effectivement un bon match à l'équipe de France. Merci encore une fois à vous tous. Encore une fois un petit coucou à nos amis du foot et du basket, Olivier, Loïc, Julien, Rachid. On leur souhaite une bonne émission. Dès lundi prochain, vous retrouvez Olivier et Loïc pour le Monday Time Basket. Merci à nos partenaires qui sont nombreux, on va encore une fois les citer. Big Pomme TV et donc Vision Audiovisuelle pour la réalisation. La société Axo pour les locaux qui nous sont mis à disposition. La société Fox pour le matériel et l'éclairage et la société Sully Evans pour le décor. Notre photographe préféré. Le photographe préféré, Francky Delabre alias Christophe Canet. Et Léon de Sange pour la coiffure à Yvan et à moi. C'est Franck Provo. On va rigoler à la moumoute à Pierrot tout à l'heure. Si je poursuis donc au niveau de nos partenaires, je voudrais, messieurs, d'ailleurs, vous allez avoir l'occasion de pouvoir le découvrir. Vous remercier le domaine des Blaquières, le seul vigneron de Châteaurenard, donc qui est partenaire du Monday Time Rugby. Vous allez pouvoir découvrir le vin qui est produit à Châteaurenard, parce qu'il y a un vigneron qui fait du vin à Châteaurenard. C'est du vin rugueux. On adore. Voilà. Il est dans le thème, j'ai un boire 5 litres. Il est dans le thème, effectivement. Je voudrais aussi remercier tous les restaurants partenaires, que ce soit le Bouche à Oreille, le Mas Gourmand, La Grappe, Camille en Provence, le bistrot de Mathieu chez notre ami Lucas. Et puis je voudrais aussi remercier le Petit Broc à Châteaurenard qui fait sa soirée Saint-Patrick le 21 mars. N'hésitez pas à aller voir Jennifer réservé. Et celui qui nous accueille ce soir, le restaurant Jimi Hendrix. Jimmy, on arrive dans quelques instants, on va passer un bon moment avec tous nos invités. Et d'ailleurs, Jimmy, lui, fait sa soirée le 28 mars avec le groupe Rover en concert. Merci à eux. Merci encore une fois à vous. Yvan, merci. On a encore passé une bonne soirée. Super. Tout est dit ? Je crois que tu as tout dit. Et on vous salue. Salut les amis. On embrasse encore nos invités. Et puis, bonne soirée à vous. À bientôt pour le prochain Monday Time Rugby.